Bonjour, bonjour et bienvenue au Festival Draconis 2025. Pour une deuxième fois aujourd'hui, on repart. Le panel démarrer sa première campagne à long terme avec Stéphane Thériault. Mais avant de commencer, un mot spécial pour nos commanditaires cette année. Merci beaucoup aux Gnomes Archivistes, aux DM à la cravate, aux Terres d'Obsidia et Figurines MT. Merci beaucoup. Merci public. Et maintenant, Stéphane, à toi le micro. Enfin, je vais-tu être payé 2 fois là, pour ça? Oui. Ben bon, c'est bon. OK. Bonjour tout le monde, mais les deux personnes qui sont là sur place pour le moment. Alors, ce panel-là va vous expliquer un petit peu comment démarrer une campagne à long terme pour quelqu'un qui n'en a pas fait ou qui commence ou tout ça. Et en fait, le but ici, c'est de vous montrer un peu que le travail qu'on a à faire de préparation, même s'il semble très grand, parce que là, on dit qu'il faut définir notre univers, nos organisations, nos pays, nos planètes, dépendant évidemment de votre settings, ça nous fait un paquet de choses. Puis là, on dit, hey, là, tu regardes ça, puis j'en ai pour 6 mois, 1 an, juste à préparer mon monde avant de commencer. Et là, je parle évidemment d'un monde que vous avez créé. Là. Évidemment, vous pouvez toujours utiliser des mondes déjà faits, mais on est plus dans cet aspect-là. Et finalement, il y a des gens qui vont se décourager de commencer leur campagne à long terme à cause du travail que ça semble impliquer. Mais en fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est que la très grande majorité du travail n'a pas à être fait au début. Ce n'est pas qu'elle n'a pas à être faite, c'est que vous pouvez l'étendre tout le long de votre campagne, qui fait que vous pouvez commencer après quelques semaines à peine de préparation et de commencer directement votre premier scénario. Donc, c'est tous des trucs qu'on va voir, comme je dis, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous n'avez pas besoin de faire et comment évoluer votre campagne dans ces différents aspects pour que tout le monde aussi en même temps garde leur intérêt, parce qu'on s'entend que quand on joue les mêmes personnages 4, 5, 6 ans, c'est comme si on ne rend pas ça les choses intéressantes, les gens vont se désintéresser. Puis en fait, c'est la cause numéro 1 de la fin des campagnes à long terme, c'est tout simplement le monde, les gens qui sont désintéressés, à un moment donné, ils veulent quelque chose de nouveau. Fait que c'est tous des trucs qu'on va voir aujourd'hui. Alors, les défis principaux d'une campagne à long terme, évidemment, c'est un investissement à long terme. Il faut être capable de se concentrer sur une campagne et de pouvoir l'amener et de l'amener à sa fin. J'ai vu beaucoup de personnes, la première fois que j'ai terminé une campagne avec un certain groupe, un gars est venu me voir et il dit, écoute, il dit, j'en ai plusieurs, j'ai eu plusieurs, c'est la première qui se rend jusqu'à la fin, où ce que vraiment on a la fin de la campagne. Moi, souvent, mes campagnes, c'est pas, justement, comme tu me disais tout à l'heure, c'est pas des scénarios différents, c'est une intrigue qui passe par plusieurs étapes, évidemment, mais sur plusieurs années, et avec une fin, c'est-à-dire que quand le grand ennemi qui était là dès le début, on a le combat final à la fin, puis finalement, la plupart du temps, mes joueurs vont gagner, vont finir de régler le conflit. Maintenant, comment ça va se passer, ça, c'est à voir. L'histoire et la croissance des personnages est aussi importante. C'est ça, l'histoire et la croissance des personnages est aussi importante que l'intrigue. Des fois, on a trop tendance à mettre l'emphase sur l'intrigue elle-même, et c'est parfaitement important d'avoir une bonne intrigue, mais si vous avez des bons joueurs, le développement de leur personnage est aussi important que l'intrigue. Et quand je parle de développement, je ne parle pas juste de devenir plus fort, mais d'établir des relations, se marier, avoir des relations avec des NPC, avoir même des relations entre les personnages, puis des fois, ça peut se faire de façon tout à fait spontanée. Et c'est des choses que nous, comme maîtres de jeu, on doit voir comme des occasions en or que les joueurs nous tendent pour créer d'autres genres de scénarios, d'autres genres d'intrigues. Si quelqu'un, par exemple, décide justement, rencontre quelqu'un et décide qu'il est intéressé par cette personne-là, fait que oui, ils vont ensemble, ils forment un couple, blablabla. Mais là, ça me donne, hey, qu'est-ce qui arriverait si cette personne-là est kidnappée? Ils ont un enfant, il y a quelqu'un qui essaie de s'en emparer. Tu sais, c'est comme ça vous donne toutes sortes voyez tout ça comme des opportunités de définir d'autres, même au niveau du MJ, de définir d'autres types d'intrigues ou d'autres types d'aventures qui font toute partie de la campagne. Demande une bonne préparation, évidemment, et une capacité à gérer un intérêt sur une longue période de temps.
OK, il y a de la préparation, on n'y échappera pas. Le but, c'est de la minimiser. Fait que si vous la préparez bien, ce que vous avez à préparer, le reste va suivre avec le temps et c'est tout simplement quelque chose que vous allez étendre dans le temps. Mais oui, ça demande quand même une bonne préparation et une capacité à gérer les intérêts, l'intérêt de des personnes. Et il faut trouver un moyen de simplifier et minimiser le travail à faire, et c'est là tout le but de la présentation, qui va vous montrer comment vous pouvez minimiser votre travail et rendre ça le plus simple et intéressant possible, puis en même temps, que ce ne soit pas juste à vous de le faire. C'est que, étant donné que vous allez construire votre monde pendant tout le long de la période, vous allez pouvoir prendre l'input des joueurs, pas nécessairement de façon directe en disant « Hey, design-moi cet aspect-là », puis ça peut être ça. Il y en a. Puis si par exemple un personnage vient d'une culture, ben tu peux lui demander après ça, quand ils vont aller dans ce monde-là, de le définir, la culture plus loin. Puis il y en a qui vont adorer faire ça. Mais même des fois, ça peut être juste, même si c'est nous autres qui va faire le travail, c'est qu'on s'inspire de ce que les personnages s'attendent à trouver là, comment ils pensent, à quoi ils s'attendent pour pouvoir soit dire oui, cet aspect-là, vous avez raison. Soit cet aspect-là, finalement, là, vous allez être totalement pris par surprise, mais vous allez vous inspirer de ce que les autres vous présentent pour créer votre monde. Alors, ça fait un monde beaucoup plus réactif et non statique. Puis ça évite tout ce qu'on appelle le railroading parce que vous ne pouvez pas les forcer à aller faire ça parce que vous ne savez même pas à l'avance à quoi ça va ressembler. Vous allez le définir quand vous en aurez besoin seulement. Donc, évidemment, c'est un investissement à long terme. Il y a du travail à faire. Il faut que vous gardiez des notes et tout ça pour essayer quand même de vous rappeler. Mais encore là, il y a bien des choses des trucs que je peux vous montrer. Les qualités nécessaires pour un bon maître de jeu de campagne. Le premier que j'aurais dû marquer même, c'est construisez un petit peu votre expérience de maître de jeu. Commencez pas votre expérience de MJ comme campagne de maître de jeu à long terme. Commencez par des one-shots, des aventures, puis quand vous allez comme prendre l'habitude comment rouler une scénario, là, c'est vraiment le temps de pouvoir commencer une campagne. C'est juste, commencez pas, c'est comme quand vous vous retrouvez devant une montagne, vous n'allez pas commencer par le pic, c'est la partie qui monte en pic. Là. Vous allez commencer par les sentiers un peu plus faciles pour finalement vous adresser aux pentes les plus élevées par la suite. Avoir la volonté de s'investir, encore une fois, puis c'est pas tout le monde qui l'a, puis c'est parfaitement correct. Il y en a qui aiment la diversité, il y en a qui aiment essayer des nouveaux systèmes, des nouveaux types d'aventures, et ça ne les intéresse pas de rouler pour 4, 5, 6 années. Parce que, évidemment, quand tu parles d'une campagne de 4, 5, 6 ans, le système devient moins important que, encore une fois, l'histoire, le développement des personnages et tout ça. Fait que pour vous, il faut que ça soit ça la priorité. Par rapport à essayer plusieurs systèmes. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Peut-être qu'il y en a qui sont capables de jouer la même campagne puis switcher de système. Je ne sais pas si c'est possible, là, peut-être, si on connaît très bien les systèmes. Donc, être capable de maintenir son intérêt personnel, parce que des fois, oui, même nous autres, on peut se tanner, et l'intérêt des joueurs pour la campagne pendant un long moment. Comme je disais tout à l'heure, le manque d'intérêt, c'est la cause principale de l'abandon, là. Et en fait, un des trucs là-dedans, c'est que de regarder toujours comment les joueurs se comportent et voir quand vous détectez qu'ils ont l'air un petit peu... ça a l'air un petit peu... Ils ont l'air de trouver ça un petit peu répétitif, sont moins impliqués. Allez vers la finale. Finissez-la, mais finissez-la votre campagne quand même. Et même si vous pouvez improviser puis faire quelques scénarios pour aller vous rendre là, mais au moins donner une fin à votre campagne. Avoir beaucoup de flexibilité. Encore une fois, tu peux faire du railroading sur un scénario ou une petite aventure de 2 ou 3 sessions. Tu ne peux pas faire de railroading sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je veux dire, de toute façon, il n'y a personne qui a défini son intrigue, à moins, encore une fois, de prendre des campagnes toutes faites. Où ce que là, c'est tout. Mais là, si moindrement vous faites votre propre campagne, vous ne le saurez pas à l'avance. Puis forcez-vous pas. Essayez même, moi je vous dirais, essayez même pas de savoir à quoi votre campagne va ressembler dans 6 ans. Essayez pas de définir c'est quoi la scène finale que vous avez en tête. Vous n'êtes pas des écrivains. Si vous êtes des écrivains, c'est parfait parce que là, vous pouvez
travailler, tu sais, comme, OK, voici que je veux que ça finisse, voici les étapes que j'ai besoin d'y arriver. Mais sauf que c'est toutes vous qui décidez, qui prenez les solutions, qui prenez les décisions. Il vous reste quoi à vos joueurs pour faire ça? C'est-à-dire, il reste quoi comme agent, en termes d'agence à vos personnages, à vos joueurs, si tout est décidé à l'avance? C'est une très mauvaise idée. Le but, c'est d'avoir une idée générale du genre de campagne que vous voulez faire, dans quel monde, et c'est quoi le scope? Est-ce que c'est ça? Bon, j'empiète, je vais y revenir parce que j'ai d'autres slides là-dessus. Volonté de faire participer les joueurs à la création de l'univers. Donc, c'est un monde, même si c'est vous qui mettez ça sur papier, ils vont construire eux-mêmes, ils vont faire des suppositions, ils vont faire ça, puis ils vont vous donner plein d'idées comment, où faire évoluer votre univers et votre intrigue. Fait que c'est le fun, il faut toujours prendre en considération qu'est-ce qui se passe. Capacité d'analyser rapidement une situation. Ah, et puis si en tout moment vous avez des questions, là, vous m'interrompez puis vous me posez des questions. Hein. Capacité d'analyser rapidement une situation et d'en tirer des conséquences. Ça revient, finalement, c'est le principe d'improviser. Évidemment, vous présentez une situation, vos personnages vous arrivent avec une situation, une solution que vous n'avez même pas considérée, mais ils ont raison. En fait, elle est mieux que la raison que vous avez pensée. Vous switchez, c'est eux autres, mais en même temps, il faut que vous soyez capable de voir, OK, si je switch, ça va être un petit peu c'est quoi les conséquences immédiates. Puis après ça, quand la partie est finie, vous pouvez vous assurer, OK, maintenant, c'est quoi les conséquences au niveau de la campagne? Mais vous avez, tu sais, laissez-vous aller quand vous jouez. Si vous avez une idée meilleure que vous avez pensée, ou si quelqu'un d'autre a une meilleure idée que vous avez eue, allez-y avec ça, parce que c'est ça, pour ça qu'on joue, là, finalement. C'est pour aller, laisser aller notre imagination. Et une capacité d'improviser, c'est pas extrêmement nécessaire si vous aimez vraiment comme préparer vos parties à l'avance, mais si vous êtes capable d'improviser, la moitié de votre travail est faite. Parce qu'encore une fois, vous pouvez improviser sur le coup, puis après ça, revenir plus tard après, voir comment ça s'imbrique tout avec le reste et faire les changements nécessaires. Et de tout ça, en même temps, ça va être enregistré sur YouTube, encore une fois sur YouTube, là, fait que vous allez toujours pouvoir l'écouter, tout en passant. Donc, si vous êtes capable d'improviser, puis ça se pratique, l'improvisation. Quand j'ai commencé, excusez, là, mais I sucked. Je veux dire, puis j'ai juste, comme j'avais préparé tout, mais il y a juste à un moment donné, de temps en temps, hey, je vais mettre un nouveau personnage là, puis je vais les laisser aller avec ça, puis interagir avec ça, puis avec le temps puis l'expérience, là, je prépare presque. Tu sais, quand je me prépare, OK, je sais où est-ce que je veux aller à peu près dans la prochaine partie. OK, il devrait à peu près avoir ça, mais je prépare rien d'autre. Bon, c'est évidemment, à moins qu'il y ait un combat, là, c'est sûr que je me prépare un peu plus. Mais moi, j'aime pas tellement les combats, fait que j'en ai pas beaucoup. Fait que, mais tout le reste, c'est comme, OK, ils vont aller là, ils vont parler de ça à peu près, puis ils devraient probablement aller là ou là ou là. Parfait, c'est assez. Puis le reste, je vais tout l'improviser. Puis s'ils ne vont pas là ou là, bien, je vais y aller pareil, parce que, encore une fois, c'est capable d'improviser. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une capacité. On n'a pas tout le même potentiel, comme d'habitude. Ça, c'est la même chose. Sauf qu'avec de l'expérience et avec la pratique, on devient meilleur à improviser. Fait que, tu sais, vous pouvez vous-même vous pratiquer en regardant quelque chose. OK, ça, c'est un sujet. Comment je pourrais développer une aventure juste à partir de cette phrase-là. Et ça, vous le faites de votre côté, puis après ça, vous allez être capable de faire la même chose pendant vos parties. Les défis d'une campagne à long terme, pour évidemment surtout le maître de jeu à court terme, mais le premier maître de jeu, mais c'est vrai partout pareil. Donc, encore une fois, ben non, c'est ça, je viens de le faire. Excusez, je pense que j'ai revenu en arrière. C'est parfait. OK, notre agenda, ce qu'on va couvrir, le choix, les thèmes et l'univers, la session 0. Bon, si vous n'en avez pas fait, vous allez comprendre c'est quoi. Autrement dit, c'est la session où on va décider des paramètres de la campagne, parce qu'encore une fois, c'est une chose qu'on fait ensemble. Des fois, elle est faite de façon formelle, des fois, surtout quand on commence, on n'y pense pas, puis on la construit au fur et à mesure, finalement. Mais des fois, ça vaut la peine de s'asseoir et de dire, OK, voici les thèmes qu'on veut faire. Encore une fois, je n'irai pas plus loin, on va garder ça pour ça. La construction de son univers, le minimum nécessaire.
la création des personnages. Évidemment, encore une fois, c'est des personnages, que vous allez jouer, que vos joueurs vont jouer pendant des années. Il faut qu'ils les aiment. Il faut en même temps que les paramètres, par exemple, de comment les joueurs vont se comporter entre eux, que ça soit entendu. Ça peut être n'importe quoi en autant que les gens s'entendent. OK, des exemples, c'est est-ce qu'on permet les conflits entre les joueurs, ou entre les personnes, pas entre les joueurs, mais entre les personnages. Des choses comme ça. Ce que vous devez savoir de l'intrigue, en partant, encore une fois, vous allez voir, puis ça, c'est un minimum. Le rôle de la première aventure, qu'est-ce que vous devriez faire dans votre première aventure. Et le dernier, c'est des conseils généraux que je me donne aux maîtres de jeu pendant tout pour mener leur campagne. On va partir là-dessus. Le sujet et les thèmes. Donc ça, c'est, encore une fois, ça c'est quelque chose qui doit se faire ensemble. Bon, encore une fois, si on vient de préparer, c'est sûr qu'on peut le faire de façon presque sans y penser. Là, surtout si dans ton cas, par exemple, tu dis j'ai commencé quelque chose, puis là, il me demandait de toujours, je n'ai pas eu besoin de faire ça. Mais en général, quand on le fait, on est mieux d'en parler dès le départ. Donc, évidemment, c'est essentiel parce que ça va influencer tout le reste de votre campagne et de votre monde. Donc, je conseille justement de faire un brainstorming avec vos joueurs pour déterminer qu'est-ce qu'ils veulent, quel genre d'aventure ils veulent, et dans quel monde, dans quelle période, la science-fiction, horreur et tout ça, dans le médiéval fantastique ou dans un futur dystopique ou sur la Terre normale, toutes sortes de choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez décidé entre vous autres, le temps et le lieu de la campagne? Est-ce que c'est dans le passé, le présent, futur, ou un univers parallèle, un système solaire, une galaxie, un monde magique, une dimension parallèle, n'importe quoi, donc c'est à vous de le décider entre vous. Le genre de la campagne, est-ce que ça peut être fantasy, horreur, surnaturel, super-héros? Évidemment, ça peut être un mélange de tout ça. Souvent, surtout pour une campagne à long terme, c'est souvent un mélange de tout ça. Et en même temps, vous allez avoir des épisodes qui sont de la fantasy, dans le monde, mettons si vous dites, OK, c'est un monde normal, mais surnaturel, mais en même temps, il va y avoir de l'horreur, il va y avoir de l'action et tout ça. Le type de personnage de campagne, est-ce que c'est réaliste dans un monde qui est relativement réaliste, la magie secrète, ou c'est dans un monde comme D&D où ce que tout le monde se pitch des fireballs? Puis ça fait sauter. Écoutez, je ne riais pas. Moi, j'ai une campagne dernière campagne qui vient de finir. Les personnages étaient des demi-dieux et chacune des dimensions était il y avait une des religions terriennes, humaines, qui était vraie dans cette religion-là. Puis c'était un monde multivers avec religieux. Les personnages, ils jouaient des anges héros, des démons, des demi-dieux et tout ça. Là, fait que c'est comme vous pouvez aller aussi fort que vous voulez. C'est quelque chose que vous devez décider entre vous. Le type de campagne, OK, c'est ça. Quels sont les thèmes? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la campagne? Y a-t-il des choses spécifiques qui vous intéressent? Je donne toujours un exemple. Moi, dans une campagne que j'ai faite qui se passait dans les années 20, c'était pas Cthulhu, mais c'était quand même, il y avait toute l'idée d'un conflit secret. Mais un des aspects particuliers, c'est classique, mais un des aspects particuliers, c'est que moi, j'aime beaucoup la science. Fait que je dis, OK, qu'est-ce que la science peut faire pour lutter contre ça? Fait que c'était vraiment, je veux dire, un des thèmes qui m'intéressait, c'était de faire le conflit entre la magie secrète du sang et la médecine moderne, entre autres, la science moderne. Parce que oui, peut-être que vous avez un spell qui fait en sorte que vous vous transformez en pierre, mais ce spell-là a un effet physique sur votre corps. S'il y a un effet physique sur votre corps qui peut être observé et on peut voir qu'est-ce qui se passe, bien, il y a peut-être moyen de le contrer avec un antidote, avec un sérum, ou n'importe quoi, quelque chose du genre. Fait que c'était vraiment un aspect que je voulais spécifier. Fait que s'il y a des thèmes comme ça qui vous intéressent, spécifiques, autre que juste, OK, c'est de la fantaisie puis tout ça, c'est important de le mentionner. Et juste pour le fun, vous pouvez dire quelles sont les influences. Je veux dire, on est tous influencés par les comic books, les films, la fantaisie, les romans qu'on a lus, tu sais. Vous pouvez vous dire, OK, ça va être inspiré de tel genre de book, et telle partie est inspirée par tel book, telle partie est inspirée par quel jeu. Moi, dans une campagne de Crépuscule Galactique, c'est comme où ce que la Terre, on est sur la Terre, le monde moderne, la magie revient.
Et là, le monde découvre une espèce une galaxie complète où il y a des transports, il y a des vaisseaux spatiaux, mais tout basé sur la magie. Fait que ça se peut, il y a des aspects de Shadowrun là-dedans, la magie revient. Il y a tout le space opera pour la galaxie, mais il y a aussi des monstres de notre dimension qui viennent. Ça, c'est inspiré, par exemple, des Reapers du jeu Mass Effect. Fait que c'est toutes des choses que vous ne pouvez pas, en tant que vous les mélangez, puis vous les changez, puis vous faites un melting pot, il n'y a personne qui va pogner ça, là. Ou en tout cas pas directement. Et de toute façon, vous les transformez. C'est pas de dire que vous prenez les Reapers puis les faites tels quels dans votre campagne, mais vous vous en inspirez du concept, de l'idée générale pour faire quelque chose de nouveau. L'univers, on va passer plusieurs de ces aspects-là en profondeur. Univers et intrigue. Donc, matériel public ou publié ou fait sur mesure. Ben là, c'est un choix que vous devez faire. Est-ce que vous allez utiliser un monde qui a déjà été fait? Bon, Faerun, Goéran, en tout cas le monde de Pathfinder, ou n'importe quoi qui a été déjà tout fait, ou vous allez désigner votre propre univers. Si je regarde les avantages et les inconvénients de chacun, pour les mondes publiés, évidemment, c'est que commencer, c'est bien connu en général des joueurs. Évidemment, il y a peu de préparation à faire. Votre monde est construit, donc vous avez déjà tout ça, puis même là, vous le savez at large dès le départ, donc vous n'avez aucun travail à faire. En fait, il y a quand même des choses, moindrement vous êtes bon, vous allez changer des petites choses, là, mais bon, la grande majorité du travail est à faire. Et donc, ça permet de faire un début de jeu rapide. L'inconvénient, vous êtes pris avec un monde qui est déjà là. Fait que ça met tout de suite un frein à votre créativité. Si vous voulez faire quelque chose de vraiment farfelu, c'est soit vous allez essayer de fouiller dans toutes les myriades de jeux qui existent aujourd'hui, ou vous allez tout simplement créer le monde tel que vous le voulez. En fait, et un des problèmes avec ça, c'est que justement, les joueurs peuvent être trop familiers avec le monde. C'est-à-dire qu'ils connaissent déjà plein de secrets que vous autres, vous auriez voulu utiliser. Et si vous décidez de les changer, là, il y en a qui vont chialer parce que « Hey, c'est pas supposé d'être comme ça. » Bon, disons, c'est peut-être pas nécessairement un bon joueur qui va faire ça, mais il y a des joueurs qui vont dire « Hey, c'est ça, telle guilde, là, c'est pas ça que leur secret, c'est pas ça. » C'est comme « oui, mais dans mon monde, c'est moi qui décide c'est quoi leur secret. » Ah, je suis pas d'accord. Et ça peut créer des conflits. Pour les intrigues, évidemment, c'est plus facile, encore une fois, vu qu'il y a tellement de choses qui sont connues. Donc, c'est plus facile à faire du railroading, à forcer les choses, surtout si vous voulez, par exemple, respecter toujours le consensus. Autrement dit, telle organisation existe, elle devra toujours exister. Fait que c'est comme, vous ne pouvez pas mettre de scénario où non, à un moment donné, on va la détruire, parce que ça va gâcher le monde, ça reste du monde. Si je regarde au niveau, ça c'était des avantages. Puis comme, encore une fois, c'est pas de notion de dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est juste, je veux juste bien que les gens décident, comprennent c'est quoi les avantages et les désavantages de chacun. Le fait que le monde est déjà tout défini, là, c'est certainement pas négligeable comme avantage que vous n'avez pas besoin de définir votre monde. Mais c'est la limite, ça la limite en même temps. L'avantage du sur-mesure, évidemment, vous pouvez faire littéralement ce que vous voulez. Comme je disais, le monde le plus farfelu, c'est ça, le monde où tu avais un multivers avec chaque dimension qui correspondait à une religion. Et là, il y a les créatures de Cthulhu qui arrivaient pour détruire le multivers. Fait que là, il fallait trouver des manières de toutes les dimensions, de travailler ensemble pour lutter contre eux autres. Fait que vous pouvez faire ce que vous voulez non-stop. Possibilité de tout changer à tout moment, évidemment, parce qu'il n'y a pas de... C'est pas des... Tu sais, veut dire, vous pouvez le faire évoluer exactement de la manière que vous le voulez. Donc, moi, les dimensions, il y en a des dimensions qui, dépendant de ce qui se passait, les dimensions étaient détruites, ou il y en a qui étaient capables de repousser l'envahisseur et tout ça. Les joueurs et joueuses, évidemment, là, ils ont beaucoup d'impact. Parce que, encore une fois, vu que votre monde est partagé, et vont pouvoir faire des actes qui vont changer la face de votre monde. Comme je dis, s'il y a deux gros ennemis, puis là, ils réussissent à en détruire un, là, évidemment, ça va changer toute la dynamique
Mais c'est correct parce que c'est votre monde, vous en faites ce que vous voulez. Donc, les joueurs vont avoir beaucoup plus d'impact sur votre monde. Les inconvénients, bien évidemment, le temps de préparation. Il faut que vous le prépariez, ce monde-là. Par contre, moi, j'ai ma méthode de préparation juste à temps pour m'aider à faire ça. Donc, le but c'est de ne pas dire, alors, peut-être le temps de préparation va peut-être être identique, sauf que moi, je vais l'étendre sur des années au lieu de faire tout au début. Et à ce moment-là, en même temps, ça donne, ça aussi, même au niveau des jeux créatifs, tu n'arrêtes pas de créer pendant toute la campagne, fait que c'est même pour toi, c'est plus stimulant. Et évidemment, bien, il faut garder la trace des événements puis de l'évolution de l'intrigue et de l'univers. C'est-à-dire, si vous avez des choses qui se passent, bien, quand vous continuez, il faut que vous en teniez compte. Mais en même temps, c'est un travail à faire, mais c'est ça aussi qui rend le monde vivant, là, qui fait en sorte que les gens n'ont pas l'impression que c'est un monde qui est statique. Ça va pour ça? La session 0. Établir les paramètres de la campagne. La session 0, comme je dis, on peut la faire de façon presque informelle, mais souvent c'est bon juste d'avoir une première session ensemble et de discuter de la campagne, des diverses choses qu'on va faire. Des décisions à prendre en équipe. Un qui est très, très, très controversé, c'est le premier. Quel est le niveau de létalité de la campagne? Puis bon, on s'entend que dans un monde, on parle pas dans un monde où les résurrections arrivent tout le temps, parce que là, bon, c'est comme, bon, tu meurs, puis tu reviens, puis c'est beau, il n'y a pas de problème. Mais on parle vraiment, est-ce que la mort complète est permise, et dans quelles circonstances? Puis là, il y a beaucoup de gens qui vont dire, par exemple, moi, je me fie aux règles. Tu sais, un des grosses questions, c'est, est-ce que vous allez permettre à un personnage que quelqu'un joue depuis 5 ans de mourir par un mauvais jet de dés, parce qu'il a joué un échec critique, donc complètement au hasard, là, à un moment donné, crucial. Et il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Moi, je suis dans le camp des non catégoriques. Mais bon, c'est quelque chose que vous allez à discuter, puis je vais vous expliquer mes raisons, là. Donc, qu'est-ce que le personnage peut mourir à cause d'un simple jet de dés manqué? Encore une fois, je parle de façon permanente, là, pas de retour en arrière. Évidemment, quand vous jouez une aventure, puis oups, c'est un personnage pour une aventure, il meurt, bon, correct, c'est plate, mais bon, c'est pas grave. Si ça fait 3 ans que vous jouez le même personnage, puis vous aimez ce personnage-là, je pense pas qu'il y ait personne qui veut me voir mourir juste parce qu'il a roulé un échec critique au mauvais moment. Mais pour moi, c'est un non. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences à ça. Là, vous pouvez rentrer, c'est là que je dis, vous pouvez rentrer, il y a différentes choses que vous pouvez faire. Peut-être quelqu'un va venir le sauver in extremis, mais là, il devient, pas un esclave, mais disons sous l'emprise de cette personne-là, puis là, elle devra s'en libérer par la suite. Peut-être qu'elle peut revenir comme un mort-vivant, un zombie, pas un zombie, mais plutôt un vampire ou un spectre, tout simplement, un fantôme. Mais elle peut continuer, ça la transforme pas mal, il y a des conséquences, mais elle peut continuer à jouer pareil. Moi, j'en ai un personnage qui s'est fait sacrifier par un groupe adverse, mais elle est revenue sous forme de zombie, de lich, en fait. Mais elle restait elle-même. Bon, elle était elle avait les autres, il y avait un contrôle sur elle, mais finalement, un de ses objectifs, ça a été de se débarrasser de cette emprise-là. Et quand elle a réussi, puis après ça, elle est revenue pour les voir, elle s'est vengée. C'est comme elle a pris vraiment sa revanche. Mais c'est ça met toutes sortes de nouvelles possibilités de scénarios que normalement... C'est de dire que oui, vous pouvez laisser vos personnages mourir, mais ça ne veut pas dire que la game est finie pour eux autres. Fait que pour moi, c'est ça que je ferais. Si un personnage important, puis on s'entend qu'ils peuvent mourir, mais ils peuvent revenir d'une autre manière, ben, par contre, une des choses que je fais, c'est que je vais toujours leur en parler avant. Je dis, OK, eux autres, ils sont en possession, ça te dérangerait-tu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire si, mettons, mettons, il tuait, il faisait un sacrifice, puis je te ferais revenir d'une autre manière. Est-ce que ça t'intéresse? Ou elle va me proposer ça tout simplement elle-même.
Et c'est des choses, oui, si vous avez des joueurs qui aiment le défi, ils vont dire tout de suite, ils vont sauter là-dessus parce que c'est des... J'ai un personnage qui était dans la même guerre de ce que j'appelle Mictane d'Amorong avec les différentes dimensions. Il y a un personnage qui se bat, un groupe de personnages qui se bat contre une grosse créature, des lieutenants de Cthulhu. Et l'autre le ramassait avec un coup de patte, le tuer. Il manque son jet pour rester vivant. OK, qu'est-ce que je fais? C'est un ange, fait qu'il va revenir à la vie, de toute façon. Mais là, il y a Odin qui venait juste d'être détruit complètement dans Ragnarok. Fait que j'ai comme sur le coup. Tu vois, tu es comme dans une place différente. Tu vois un corbeau arriver vers toi et qui se porte sur ton épaule et vient t'offrir le choix. Est-ce que tu reviens comme toi-même ou est-ce que tu veux absorber la personnalité d'Odin avec toi et représenter un peu maintenant l'univers norse? C'est ce que tu pensais qu'il a fait. C'est comme, on t'offre ça sur la... oui, j'accepte. Et il est revenu, mais transformé. Il était rendu le premier, c'est quoi, le premier Valkyrie mâle qui avait en même temps une partie d'Odin à l'intérieur de lui. Puis ça a comme, encore une fois, changé son personnage. Fait que ça c'est une manière aussi de rendre les choses, de changer les choses. Fait que c'est comme, donc, il peut arriver des morts, mais si vous décidez que les personnages ne meurent pas, il y a toujours des moyens de jouer, puis en fait, que ça devienne plus des événements dramatique dans la campagne plutôt que la fin. À moins, la seule exception pour moi, c'est évidemment si un personnage, quelqu'un s'en va, puis là, on s'entend que son personnage va mourir, et là, encore une fois, c'est l'occasion d'en faire une scène héroïque, un dernier triomphe là, qui réussit à sauver tout le monde en se sacrifiant, ou le contraire, d'augmenter le conflit en disant un personnage qui va être sacrifié par le méchant et pour faire en sorte que les autres veulent le venger par la suite. Ça, c'est des occasions que vous pouvez utiliser pour monter la tension. Là. Tout ça, considérez ça comme c'est des blessings. Surtout, par exemple, je vais en parler tantôt, quand il y a des personnes qui s'en vont ou qui reviennent ou qui sont absents pour un certain temps, ça va toujours arriver en général. Fait que prenez ça plus, c'est sûr que ça fait chier au début, mais prenez ça comme des occasions de changer les choses. Je sais que je parle beaucoup, fait qu'on est rendu à combien de temps? Là, en ce moment, on est à 10h42. OK, c'est beau. Un bon. Une heure. Parfait. Est-ce que c'est ça? Donc, est-ce qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts, conflits personnels, ou même de la trahison? C'est sûr que c'est parfait qu'il y ait toujours des conflits entre les joueurs, ça rend ça intéressant. Mais jusqu'à quel niveau on va? Est-ce qu'on permet de voir des personnages qui vont se trahir entre eux autres? Parce que, bon, évidemment, ça a des menaces. Là, il faut essayer après ça un moyen de dire comment je fais pour les ramener ensemble. Pour se dire, OK, évidemment, les joueurs doivent garder des secrets les uns envers les autres. C'est toujours le fun parce que tu cherches le bon moment pour le révéler. C'est encore une fois un événement dramatique. Et donc, de voir des conflits, ils ne sont pas d'accord, puis ça peut durer quand même 2-3 sessions, même une couple de sessions de plus. Mais finalement, ils vont finir par revenir ensemble. C'est différent de dire qu'il y en a un qui peut littéralement partir dans son bar puis assassiner un de ses personnages puis partir avec son trésor. T'sais. Le concept du thief qui vole son propre groupe puis qui s'en va avec. Fait que ça, c'est encore une fois, si le groupe décide de faire ça, c'est tout à fait légitime. C'est juste qu'il faut s'entendre ensemble. Est-ce que c'est permis ou pas? Donc, blablabla. Est-ce que les aventures individuelles pour un petit groupe sont permises? Est-ce que tout le monde souhaite se faire ou ça peut arriver, par exemple, de temps en temps qu'on va organiser une petite session séparée parce que quelqu'un part de son côté. On fait ça à part ou pendant la campagne. C'est encore une fois, même moi j'utilise ça, fait que c'est tout à fait les deux sont tout à fait acceptables. C'est juste une décision à prendre par la suite. Est-ce que les personnages joueurs se connaissent ou sont des inconnus? Encore une fois, les deux sont tout à fait légitimes. Moi, des fois, j'en ai qui se connaissent, puis d'autres qui ne connaissent pas. Mais je commence souvent par le fait que les personnages ne se connaissent pas. Ils vont se connaître via les événements qui vont se passer. Mais encore une fois, il n'y a rien de problématique à dire que les personnages se connaissent à l'avance. Décider des personnages, on ne parle pas de les faire. Bon, vous pouvez aussi les faire ensemble si vous voulez, ça c'est votre choix. Mais de dire c'est quoi le rôle des personnages.
Ça a l'air plate de dire, mais en très haute ligne, on s'entend là. Parce que ce qui est important, c'est d'éviter, s'assurer que chacun des personnages a sa spécialité pour avoir son 15 minutes de gloire de temps en temps. OK, ça, cette affaire-là, OK, ça, c'est vraiment une partie qui est axée sur la diplomatie. Bien là, évidemment, le diplomate, s'il est un diplomate, bien là, il va pouvoir prendre les devants cette fois-là. Si vous dealez avec des religions, avec des prêtres, des organisations, ça va être le tour du prêtre d'avoir son moment. Si, évidemment, il y a un épisode d'infiltration, de sabotage, bien là, ça va être le thief espion, ça va être le temps. Fait que vous pouvez mettre tout ce type de scénario-là en jeu dans votre campagne, et chacun va avoir un scénario qui est un peu meilleur que les autres pour ce scénario-là. Fait que ça va le mettre, c'est comme ça va dans son occasion de shiner. Et les joueurs ont souvent besoin, hey, aujourd'hui, là, ça a comme été ma session, là, j'ai pu faire un paquet de choses qu'on a réussi à cause de moi. Puis la prochaine fois, ça va être quelqu'un d'autre qui va dire ça. Mais c'est juste chacun va avoir l'impression d'avoir été important dans la campagne. Évidemment, on va essayer de s'assurer d'éviter le dédoublement. En fait, il y a le principe souvent il y en a qui veulent faire, moi je veux faire un jack of all trades. Je suis pas le meilleur, mais je suis bon dans tout. Le problème avec ça, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait au moins un domaine dans lequel il est le meilleur. Parce que sans ça, il ne fera jamais rien, parce que ça va toujours être le meilleur qui va faire l'action. À moins qu'évidemment que le meilleur soit indisposé ou quelque chose du genre. Mais le problème avec les Jack of all trades, c'est que justement, ils ne sont jamais les meilleurs en général. Est-ce qu'on peut te poser une question sur les sessions 0? Oui, absolument. Je me demandais, j'ai déjà réalisé avec une campagne à long terme de quasiment faire une session 0 après certains arcs narratifs, quand ça fait beaucoup de temps de faire une espèce de séance de pas nécessairement de recap, mais de revoir. Est-ce que ça t'arrive? Et puis à ce moment-là, en quoi c'est différent d'une session 0? En fait, moi, ce qui va m'arriver, c'est que la manière que ça va arriver, c'est je laisse toujours une période aux gens pour fignoler leur personnage. Parce que oui, tu l'écris, tu le designs, mais tu ne l'as pas encore joué. Fait que ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais laisser les joueurs... On va faire souvent le premier scénario. Et on peut, après ça, faire une session qui serait comme l'équivalent de notre travail pour laisser les gens comme, OK, qu'est-ce que vous avez... de quelle manière vous l'avez joué? Est-ce que vous l'avez joué de la manière que vous l'avez défini ou autrement? Puis si c'est autrement, modifie-les parce que c'est comme ça que tu l'as senti puis que tu l'as joué. Fait que faites refléter la manière que tu l'as joué dans ton personnage. Parce que c'est bien plus important que le personnage fit avec ce que tu veux jouer, que toi tu fasses jouer, tu fit avec ce que ton personnage de la manière dont ton personnage est écrit. Fait que je laisse toujours une période de grâce au début, 5, 6 sessions au moins, où ce que les gens peuvent modifier leur personnage. Parce que, finalement, je viens de penser à quelque chose, puis ils l'ont comme simplement improvisé. Puis, c'était le fun, fait que je vais essayer de garder cet aspect-là. Mais OK, on va le mettre dans le personnage, puis ça va être parfait. Fait qu'à ce moment-là, tu peux... OK. C'est ça. Fait que oui, il y a certains aspects de la session 0 que tu peux reprendre ou même déplacer après l'avoir joué quelques games. Bien évidemment, il faut que tu sais quand même déjà dans quel monde que tu veux jouer et tout ça. Mais la manière de jouer les personnages, moi, effectivement, je donne beaucoup de latitude pour ça. Parce qu'encore une fois, c'est comme... Vous réalisez que vos joueurs vont jouer le même personnage pendant, encore une fois, 4, 5, 6 ans. Fait qu'il faut qu'ils l'aiment. Il faut qu'ils aiment ça. Il faut qu'ils aiment jouer ce personnage-là. Et il faut qu'ils répondent. Puis en même temps, même si c'est des choses que je vais vous conseiller, ne choisissez pas des personnages trop différents de vous. C'est bien le fun dans des petites kangas, pendant des petits groupes. Mais c'est très rare les personnes qui vont être capables de garder ça sur des années. Votre personnalité va finir par ressortir, certains aspects en tout cas. C'est bon. Excusez, non, c'est beau. On va continuer. Quand tu as besoin de faire des préparations, ça dépend, encore une fois, du MGS qui aime ça ou combien de temps il est prêt à prendre à ça. Ça peut prendre 6 mois ou 1 an pour tout préparer, si on voudrait tout préparer. Donc, ça peut prendre beaucoup moins de temps, donc moins qu'1 mois, en préparant juste le minimum nécessaire, puis encore une fois, en construisant au fur et à mesure qu'on s'en va.
Et ils aiment ça, qu'il y en a qui trippent à construire leur monde. Là. Fait que c'est, encore une fois, les deux méthodes sont pratiques. Moi, évidemment, c'est pas ce que j'aime, mais il y en a qui aiment ça, puis finalement, littéralement, c'est plus des world builders que des maîtres de jeu là, à ce moment-là. Donc, moi, ce que je recommande, venez préparer que ce dont vous avez besoin pour les premiers scénarios, pour les tout premiers scénarios. Pas besoin d'aller plus loin. Plus on est loin du départ, du point de départ, bien, plus on doit rester vague. Tu sais, plus on va loin dans le temps, plus on doit rester ça vague, puis à définir plus tard, puis j'en ai pas besoin. Puis en même temps, comme je dis, quand je vais le définir, je vais le définir par rapport à ce qui s'est passé dans ma campagne pour faire fitter ça comme il faut et non pas de créer quelque chose de rigide qui, là, finalement, qui va me limiter dans la création de mon monde, dans les événements qui peuvent se passer. On a défini en détail la partie du monde, une partie du monde que lorsqu'on en a vraiment besoin. Ça veut dire que si, mettons, vous travaillez, disons, ça dépend aussi de l'échelle, ce que j'appelle l'échelle sociopolitique et géopolitique à laquelle vous travaillez. Si vous commencez, ce que je veux dire par là, est-ce que vous commencez dans un village, puis vos premières aventures sont au niveau du village? Est-ce que vous êtes au niveau de la ville? Est-ce que vous êtes au niveau d'un pays? Ou une planète, peut-être, pour la science-fiction? Et c'est là que dire, ça, c'est mon niveau de départ, c'est ce que je vais définir avec le plus de détails possible. Tout ce qui est à l'extérieur, je vais me donner des informations, je vais me dresser la liste des planètes. Est-ce que c'est tu sais, les très, très hauts niveaux, est-ce que c'est un allié? C'est quelques petits détails comme ça, mais je n'ai jamais besoin d'aller plus loin que ça pour le départ. Maintenant, quand j'aurai besoin d'aller dans cette place-là, là, je vais travailler. Et souvent, que je peux faire ça avec les maîtres de jeu. Donc, les avantages, bien, c'est ça. Donc, ça vous permet de construire votre monde en fonction de ce qui se passe dans la campagne, c'est ce que je disais. Et ça demande quand même une certaine capacité d'improvisation, parce que c'est sûr que même si vous n'avez pas défini l'autre pays à côté, bien, ça n'empêchera pas les joueurs de vous poser des questions sur ce pays-là et qu'est-ce qu'ils font dans ce pays-là. Fait qu'il faut que vous ayez... C'est pour ça qu'il faut quand même avoir une idée générale. Est-ce que c'est un pays hostile? Est-ce que ils sont evil, entre guillemets, par rapport à nous? D'avoir une idée comme ça, puis là, tu peux quand même improviser certains détails si quelqu'un te pose la question. Mais tu n'as pas besoin... Puis là, OK, si tu fais ça, tu le prends en note pour plus tard, évidemment, quand tu vas voir à le faire. Mais à part ça, je n'ai pas besoin d'aller dans ce niveau de détail-là. Je n'ai pas besoin de voir c'est qui le maire, c'est qui ces différentes organisations qui travaillent à l'intérieur. Peut-être je sais le nom du président, mais je n'ai pas besoin d'avoir sa feuille de personnage et toutes sortes de choses comme ça. Évidemment, quand je vais aller le voir, là, ça va être important de le faire. Oui. Oui, vas-y. Dans le cas, parce que moi, ma campagne m'a démarré comme ça, un petit peu dans un espèce de huis clos d'une ville, puis vous restez longtemps dedans, mais on s'entend. Imagine-toi un petit peu Night City, genre Cyberpunk. Donc, l'entièreté de la ville est extrêmement riche, et puis tout est à distance. C'est pas comme s'ils devaient traverser le système solaire, donc je sais très bien qu'ils vont pas le faire dès le début, comme s'ils devaient passer un mois marcher dans les montagnes pour atteindre quelque part d'autre. Donc, ils vont être un petit peu en mode sandbox, puis ils vont pouvoir aller un petit peu partout. Dans un cas comme ça, où la ville est extrêmement riche, puis les joueurs peuvent littéralement, dès la première session, se retrouver à parler à n'importe qui des 3000 NPC qui vont être dans la ville, théoriquement, tu sais. Est-ce que tu conseilles de faire comme le chef un petit peu de chaque secteur seulement, puis d'improviser Bob, Yannick? Oui, on va aller un petit peu dans les détails, mais oui, en fait, c'est ça. Dans les places immédiates, il faut quand même que tu ailles dans les détails. Il faut que tu définisses, par exemple, si c'est dans une ville, bon, évidemment, c'est qui les dirigeants, c'est quoi les conflits, c'est quoi les différentes organisations, c'est quelle église qui existe, les guildes, mais en même temps, définir c'est qui les leaders, définir c'est justement les relations, qui déteste qui est allié avec qui. Mais le reste, mais tu ne peux pas faire ça pour les 2-3 000 NPC, on s'entend. Fait que oui, effectivement, fait que si tu sais que toi, ce NPC-là appartient à telle guilde, tu peux te fier à ce que tu as défini à cette guilde-là, mais en même temps, tu peux improviser certains détails parce que c'est pas tout le monde qui est identique dans la même guilde. Mais non, c'est sûr que tu n'auras pas à définir la liste des 3000 NPC. Là, tu vas en avoir pour des années, là, juste à faire ça. Là tu l'improvises. Un espèce de schéma organisationnel. C'est ça, exact. Oui, oui. Exact. Puis comme je dis, on va le voir. On peut-tu avancer?
On peut avancer, mais c'est bien quand tu répètes les questions parce que Ah, on c'est vrai. n'entendra pas. OK. La première partie de la question, c'était dans une ville C'est- qui est riche ou dans un lieu qui est riche en commençant, comment on s'y retrouve quand il y a beaucoup d'éléments d'information pour pas, étant donné que les personnes peuvent aller n'importe où, est-ce qu'on on se noie pas à C'est l'intérieur ça, exact, oui. d'une mer de lieux à aller et de NPC à visiter. Et la deuxième partie, c'était... Mais c'était un petit peu comment préparer Comment- en et tant comme- que MJ, et- quoi choisir. C'est ça, c'est ça. Donc, Et le choix, comment, c'était comme comment préparer. MJ, se préparer. Donc, C'est ça. comment se... Qu'est-ce qu'on doit définir sa préparer, puis préparation. qu'est-ce qu'on doit improviser aussi. Puis ma réponse était de dire justement, c'est impossible de préparer 2-3 000 NPC. Donc, on va se fier, on peut se dire, par exemple, quand il y a un NPC qui apparaît, on le sait qu'il appartient à telle guilde, et donc se guider sur les orientations de la guilde pour savoir comment il se comporte, mais on n'a certainement pas besoin de faire une période de personnage pour lui. On n'a pas, c'est sûr qu'on peut avoir, il peut avoir des opinions un petit peu différentes de la guilde parce que tout le monde n'est pas pareil, mais en même temps, ça vous donne un point de départ pour improviser. OK. Construire son univers, que doit-on préparer? Bien, là, on rentre un petit peu dans cet aspect-là. Donc, encore une fois, là, on parle vraiment donc, on parle de liste des lieux, des différents lieux qui existent. Les relations des uns par rapport aux autres. Faire une carte, si vous êtes capable, ça vous donne une bonne idée, au moins avec les places principales. Donc, les bâtiments, les rues, les villes, le pays, la planète, évidemment, dépendant d'où ce que vous démarrez. Parce que ça va vraiment développer ça, c'est vraiment une occasion d'aider aux joueurs ou aux personnages à se plonger aux joueurs à se plonger dans ce monde-là, d'avoir vraiment une idée comment ça fonctionne à l'intérieur. Ça dépend, comme je disais, évidemment, de l'échelle géopolitique. Là, comme je dis, si vous commencez comme membre d'une fédération interstellaire, c'est sûr que de définir une ville, c'est pas important, mais par contre, peut-être définir votre ville de départ où est-ce que vous allez commencer, c'est ça qui va être votre planète, excusez, ça va être ça qui va être important. Les personnages non-joueurs importants, évidemment. Donc, pas besoin de leur donner des stats, là. Encore une fois, si jamais vous avez disons, à faire un concours, vous décidez par exemple de faire un parler, c'est-à-dire une diplomatie avec, vous pouvez donner une habilité diplomatique et jouer contre elle, bon, pour voir, mais vous n'avez pas besoin de faire sa feuille de personnage au complet. Même pour les combattants, tout ce que vous avez besoin de définir, c'est juste ses habilités de combat. Vous n'avez pas besoin de définir que le gars, c'est un bon père, puis qu'il y a 3 chats dans sa maison. Là, on s'en fout, il est là pour se faire tuer. Il ne faut pas le dire comme ça. Là. Fait que définissez ça au minimum. Évidemment, si c'est un personnage qui est récurrent, puis qui devient important, ou qui va devenir important, puis des fois, c'est ça qui est comique, c'est qu'on ne sait pas, on peut introduire des personnages c'est comme sur le coup, puis finalement, tu penses à quelque chose, puis hey, c'est intéressant, ce personnage fait partie de tel... Puis finalement, ça devient finalement l'ennemi principal de la campagne, alors que tu l'as improvisé sur le coup. Ça m'est arrivé. Bon, en fait, peut-être... Oui, carrément, ça m'est arrivé dans une campagne, mon campagne de Camille, les affaires japonais médiévales, où il y a un personnage, et j'ai fait un prêtre, là, il y avait un petit rôle à jouer, puis finalement, je trouvais toujours une raison de le faire revenir parce que c'était intéressant. Et finalement, c'était lui qui s'est révélé à la fin le Bad Evil. Là. Et fait que le dernier combat final de la campagne, ça a été contre lui. Mais je dis, il n'y a rien de fixe dans ces affaires-là. Laissez-vous aller, utilisez, puis changez les choses tant que vous voulez. Moi, je m'amusais à un moment donné à lire, dans cette même campagne-là, je lisais mes dernières notes, je lisais les premières parce que je me donne toujours un carnet d'idées, tu sais, où ce que je veux, des idées possibles où aller. Puis le personnage, je lisais la description de ce personnage-là que j'avais marqué. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il est devenu par la suite. Mais c'est tout simplement qu'il y a un paquet d'occasions qui sont présentées de le faire évoluer qui fait que ça a été devenu un personnage beaucoup plus intéressant. OK. Les agendas. Les organisations, les gouvernements, évidemment, les religions, les guildes existantes. C'est quoi leur rôle? C'est qui leur leader en général? Encore une fois, juste des noms, puis rester à haut niveau.
les relations entre ces différentes entités qui étaient liées en opposition, en guerre, etc. Donc, encore une fois, pour vous donner, créer un contexte. Là. Prochain. OK. Les caractéristiques d'un personnage joueur pour une campagne. Parce que, j'en disais un bout tout à l'heure, c'est pas tous les personnages joueurs qui sont vraiment adaptés à une campagne à long terme. Je me souviens, j'avais joué juste pour le fun dans mes tout débuts. J'avais décidé de jouer, on essayait de commencer une campagne de Warhammer Fantasy, je pense. Et j'avais décidé de jouer un personnage bègue. C'était tordant pendant 3 game sessions. Au début, je bégayais tout le temps, puis là, tout le monde riait, puis c'était super le fun. La deuxième, je bégayais, tu sais, je veux dire, je le faisais un petit peu moins, pas toujours. Le troisième, encore moins, puis là, il n'y a personne qui riait. Fait que le quatrième, non, il est plus bègue. Parce que là, c'était trop, même pour moi, c'était fatigant à jouer. Là, ça demandait beaucoup d'énergie à bégayer. Mais évidemment, pas comme un vrai bégaiement, c'est comme un bégaiement stéréotypé, là. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose que tu peux se tenir à long terme. Fait que, tu sais, en même temps, comme je disais, c'est le principe de dire, c'est que faites pas un personnage qui est trop à l'opposé de vous. C'est certain que c'est pas l'idée de faire un personnage identique à vous, mais il y a des côtés de votre personnalité qui vont toujours ressortir. J'ai un ami, Alain, qui est un professeur, fait qu'il va toujours comme expliquer aux autres. Il va toujours avoir plein de plans puis l'expliquer aux autres. Fait que tu sais, va pas jouer un personnage stupide pendant 2 ou 3 ans. Parce que tu sais bien que tu ne joueras pas stupide pendant 3 ans. Tu vas finir par prendre le lead puis d'expliquer aux autres qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il est comme ça, il ne peut pas s'en empêcher. Tu sais, tu peux le faire pendant quelques sessions, encore une fois, mais tu ne peux pas le faire trop longtemps. Fait que, tu sais, c'est comme... ça ne veut pas dire qu'il fait un personnage comme lui, mais au moins sur ce point-là, donne-y ce personnage-là, parce que de toute façon, tu vas le jouer comme ça. On te connaît, Alain. Fait que, c'est ça, si vous voyez qu'il y a des choses qui reviennent toujours, ben faites votre personnage en conséquence. Comme ça, ils vont dire que vous êtes un bon role-player. Alors que vous adaptez votre personnage à votre personnalité. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous pouvez mettre des traits. Moi, j'ai joué un assassin, thief, mage, whatever. C'était pas à Dungeons & Dragons, là. Puis qui était comme ce que j'appelle callous. C'est-à-dire que lui, il était du bon côté, mais la fin justifiait les moyens, puis c'était un assassin. Fait que lui, il n'y avait pas de problème à squeaker, là, à trancher à la gorge d'un ennemi, là, même s'il était sans défense. Mais c'est un ennemi. Demande-moi pas de faire ça, je ne serais jamais capable de faire ça. Mais sur cet aspect-là, c'était quelque chose que je pouvais quand même jouer de temps en temps. Mais le reste de la personnalité, il y avait certains aspects de la personnalité qui étaient comme la mienne, fait que ça s'équilibrait. Fait que ça ne veut pas dire qu'il faut faire une copie des nous autres, mais faites-les pas juste trop différents de vous. En fait, et aussi, plus on a des types de personnages, plus on a des habilités différentes, bien plus ça élargit le nombre de scénarios qu'on peut faire. Je veux dire, si vous êtes toute une gang de brutes, vous ne pouvez pas commencer un scénario d'espionnage ou de diplomatie. Je veux dire, c'est comme vous allez vous faire écraser à chaque fois. Fait que plus vous avez des types de personnages différents, chaque nouveau type de personnage introduit un différent type de scénario que vous pouvez mettre. Pendant une campagne que j'avais, ça s'appelle Guerre de sang, c'est celle qui se passait dans les années 20. C'est ça, j'avais commencé à 3 personnages qui avaient certaines affaires, mais leur range était assez limité. Puis là, après ça, il y a 2 femmes qui sont venues nous rejoindre. C'était 3 gars. Il y a 2 femmes qui sont venues nous rejoindre. Là, il y avait une séductrice et l'autre, plus une voleuse, tout ça. Et ça a permis d'être introduit tout ce genre de scénario-là. Parce que sans ça, scénario de... Tu sais, il n'y avait aucun des personnages qui était bon en stealth, qui était bon en infiltration ou en bullshitting. Fait que, il serait fait manger à chaque fois. Il ne pouvait pas faire ce genre de scénario-là. Mais quand ces personnages sont arrivés, bien, ça m'a permis d'introduire ce genre de scénario-là. Donc, ça fait en même temps de mettre la diversité. Jet auto, comme je disais tout à l'heure, chaque personnage doit avoir un domaine dans lequel il est le meilleur pour que chacun ait l'occasion d'avoir son 15 minutes au soleil. Il faut comprendre aussi les joueurs, ils s'engagent à jouer ce personnage pendant des années. Donc, il faut qu'ils aiment le personnage.
Il faut qu'à la fin, même quand il gagne, il faut qu'il dise « Hey, ça va être plate quand je vais arrêter de jouer. » Mais c'est correct, on va passer à un prochain. Donc, le personnage devait partager. Bon, ça, c'est toutes des choses que je viens de dire. Et exactement, les traits trop farfelus, comme par exemple bégayer. On peut passer au prochain. Là, OK, toujours dans le choix et la création des personnages. Comment embarquer un personnage dans l'intrigue? Tu sais, c'est comme... Pour une aventure, c'est bien beau de dire les personnages rentrent dans une caverne, puis là, il y a quelqu'un qui rentre, puis j'ai une mission pour vous, puis il donne la mission, il donne une carte, puis après ça, il se fait zigouiller. OK. Pourquoi est-ce que ça m'intéresserait? Premièrement, la vie dans une taverne, ça a l'air d'être bien dangereux. Hein? Le nombre de personnes qui se fait zigouiller dans une caverne, dans une taverne. Pourquoi ça m'intéresserait? Il vient de se faire tuer, il va me faire tuer aussi, pourquoi j'irais? Ben bon, on le fait parce qu'on va aller jouer, là, mais c'est comme, pour une campagne à long terme, ça ne marche pas vraiment. Donc, certains petits trucs, des choses comme ça, là, pour embarquer votre personnage. Premièrement, garder des traits secrets. Il y a des petits secrets, il y a des choses que vous ne voulez pas montrer au monde. Comme je l'en avais parlé tout à l'heure, OK, c'est un kleptomane. Il y a un secret, c'est quelqu'un qui est un criminel recherché pour un meurtre, whatever, dans sa jeunesse. C'est des choses, non seulement qui sont intéressantes, mais évidemment, ça donne, encore une fois, ça met une occasion. Tu sais, il y a quelqu'un qui vient menacer ton secret, il y en a qui va le révéler, il faut que tu ailles l'arrêter. Ou même des fois, des choses qui peuvent ressortir comme dans des situations dramatiques. Et là, je ne sais pas, moi, c'est la seule personne qui est encore capable de se battre. Et là, tout d'un coup, il y a un ours qui saute et qui continue, qui vient pour l'attaquer. Et là, on découvre qu'elle a une phobie des ours. Donc, ça va se révéler à ce moment-là, tout le monde va le voir, mais c'est comme... Ça va, encore une fois, augmenter la tension, ça va faire une situation dramatique qui fait en sorte que ça va introduire un nouveau niveau. Fait que il y a des choses qui peuvent être secrètes. Justement, la femme que je disais tout à l'heure qui était devenue une lich, elle ne l'a pas dit à personne. À un moment donné, ils s'en sont rendus compte vers la situation, et là, ça a causé tout le problème dans un bout. Ils disaient t'es quoi, là? Qu'est-ce que t'es devenu, qu'est-ce que t'as fait? Puis là, elle a dû expliquer que les autres l'avaient capturé, puis l'avaient sacrifié, ben là, elle a réussi à revenir comme une lich. Et ça a causé tout un paquet, encore une fois, de drama dans le groupe, jusqu'à temps qu'elle prouve qu'elle était quand même toujours avec le groupe, et ils l'ont accepté comme ça, mais tu sais, c'est comme... quelqu'un qui fait un turn undead, puis là, oups, elle se retourne, puis elle doit s'en aller. C'est comme, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme, on a besoin de tout pour détruire les undead qui s'en viennent. Faut que j'aille ailleurs, là. Mais fait que encore une fois, c'est toutes des occasions qui peuvent vraiment faire des choses intéressantes. Encouragez vos joueurs à développer un background pour leur personnage avec des événements dramatiques. Ça, c'est une des meilleures choses. Pas besoin d'un background de 15 pages. Mais quand je demande un background, vous êtes libre de marquer ce que je veux, mais donnez-moi des hooks, des choses auxquelles je peux m'accrocher pour vous intégrer dans la campagne. Vos parents sont morts, je ne sais pas par qui. Dans le temps des jeunes, il y a quelqu'un qui est rentré, il a tué ou il a mis le feu. Moi, je vais prendre ça. OK, maintenant, moi, je vais te dire c'est qui a mis le feu. Puis ça donne à être votre premier adversaire que vous allez rencontrer. Ça va être lui qui a mis le feu pour telle ou telle raison. Fait que ça va leur donner tout de suite une raison de « Hey, j'ai raison de m'impliquer dans cette campagne-là parce que je veux me venger. » Donc, puis ça, c'en est un exemple extrême, mais une des choses que je demandais, par exemple, pour une campagne que j'ai faite, Guerre de sang, je leur demandais, vous pouvez faire le background que vous voulez. Tout ce que je vous demande, c'est que vous ayez chacun vécu un événement surnaturel qui vous fait croire que le surnaturel peut être vrai. Vous êtes libre de prendre ce que vous voulez, vous me le donnez, vous me le dites, puis je vais voir ce que je peux faire avec. Mais c'est juste une contrainte que je vous donne. Comme ça, quand vous allez être confronté au surnaturel, votre réaction ne sera pas nécessairement de « c'est pas vrai ou je m'en vais, ça n'a pas d'importance ». Juste ça, et il était libre de créer l'événement qu'il voulait.
Fait que c'est une autre manière de les impliquer. Donc, il est aussi possible, comme MG, d'ajouter un élément, c'est ça que je disais, comme par exemple l'événement, de dire qu'un événement surnaturel qui leur est arrivé. N'assumez pas que les personnages vont participer à l'intrigue juste parce qu'ils existent, parce qu'ils sont dans une campagne. C'est ça. Le premier scénario est souvent un élément essentiel pour trouver une raison pour que les personnages s'impliquent dans le reste de la campagne. En fait, souvent, puis on va revenir au premier scénario tout à l'heure. En fait, c'est de dire que si tu le referais, comme je dis avec le gars qui se fait le gars qui se fait couper à la gorge dans une taverne, pourquoi je me sentirais obligé d'aller à la place qu'il voulait que j'aille? Je n'ai pas de raison. C'est ça qu'on veut éviter ici. Il faut qu'il y ait vraiment une raison de s'impliquer. Parfait. Prochain. Ce que vous devez savoir de l'intrigue maintenant. Qu'est-ce que vous avez besoin de décider de l'intrigue au départ? En fait, le moins que vous en savez, le mieux c'est. Parce que ça vous laisse, encore une fois, la liberté de le définir au fur et à mesure selon ce qui se passe dans les événements précédents, dans les campagnes. Fait que même, encore une fois, c'est pas de dire que vous laissez nécessairement les joueurs décider de l'intrigue, mais vous inspirez beaucoup de ce que les joueurs font pour décider de l'intrigue. Mais des fois, ça peut être parfaitement acceptable justement de dire « Hey, nous autres, on devrait aller faire ça. » OK, parfait, si vous voulez faire ça, on va aller faire ça. Laisser une grande place à l'adaptation. On va éviter le rétrodage. Donc, moi, je ne prépare à l'avance que le prochain scénario. Quand j'arrive à la fin du scénario courant, je vais préparer le prochain, c'est tout. J'ai une idée comment ma campagne doit évoluer, où elle s'en va, mais je n'ai absolument pas les détails. Puis ça, les détails, je vais les construire au fur et à mesure. En général, c'est ça. Il n'y a pas de raison de regarder en avant plus loin que le prochain scénario, sauf pour la finale. Parce que là, évidemment, pour la finale, vous avez un but en tête, un but précis. Fait que là, effectivement, là, vous pouvez dire, OK, pour moi, quand vous arrivez le temps de préparer la finale, OK, je suis à la situation X, je veux arriver à la situation Y. Voici les choses qui doivent arriver pour arriver là. Fait que là, effectivement, il y a un peu plus de guidage. Mais jusque-là, vous n'avez pas besoin de préparer tout ça à l'avance, puis laissez-vous guider par les événements. Si les événements se produisent, il est tout à fait possible de ne pas définir la raison. Ça c'est mon truc préféré. Vous pouvez introduire des événements sans savoir pourquoi. Je prends toujours une affaire qui était arrivée dans ma campagne de Camille. Il y avait un prêtre qui s'en allait. L'élément déclencheur qui n'était pas encore arrivé. Il y a un prêtre qui s'en allait dans un tournoi où l'élément déclencheur allait être. Et à un moment donné, j'ai décidé, OK, il va rencontrer une geisha, un prêtre japonais, là, on s'en prend pas un prêtre, un blanc, là, un prêtre japonais. Et les autres ils n'ont pas de concept de faire, en tout cas, de ne pas avoir de relations sexuelles ou quoi que ce soit de ce genre-là. Fait que, il rencontre une geisha, puis je dis, c'est ça, il va rencontrer une geisha qui va vouloir passer la nuit avec lui. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas qui l'envoyait. Je ne sais pas c'était quoi son but. Mais je me dis, je vais le voir, on va garder ça pour plus tard. La situation existe. Effectivement, il se laisse embarquer. En fait, je savais qu'elle voulait tomber enceinte de lui. Mais je ne savais pas pourquoi elle allait tomber enceinte de lui. Elle voulait tomber enceinte de lui. Encore une fois, fait que je l'ai juste... C'est arrivé, après ça, au matin, elle a disparu, puis c'est resté comme ça. J'ai attendu 3 ans, je pense. Là, à un moment donné, puis j'attendais toujours le moment parfait pour la faire revenir. Et en même temps, de décider à ce moment-là pourquoi elle avait fait ça. Parce que là, peut-être que c'était pour le bien, pour sauver le groupe. C'est peut-être à travailler pour les evil. Je ne sais pas. Et là, à ce moment-là, quand c'est le temps de la faire revenir, c'est là que j'ai décidé pourquoi elle avait fait ça. Puis là, c'est ça, je me suis fié à tout ce qui s'est passé dans la campagne pour déterminer c'était quoi sa raison d'être. Et là, j'ai décidé que c'était c'est que l'ennemi, elle était pour l'ennemi, et il allait utiliser le bébé qu'elle avait fait pour contrôler le prêtre de façon mentale. Et là, après ça, lui a dû aller, quand il s'en est rendu compte, puis tout ça, avec le groupe, ils ont dû aller sauver son enfant, puis là, il est devenu un personnage de la campagne et tout ça. Fait que,
mais j'avais même pas besoin de définir à l'avance c'était quoi son rôle. Je me laissais moi-même mes propres hooks pour dire, je me mets ça, et quand après ça, plus tard, ça va être important, je vais revenir puis je vais raccrocher tout cet aspect-là à ce qui se passe. Et d'où mon point, c'est ça, c'est une des choses que je fais. Vous avez deux alliés là-dedans qui s'appellent justement le fait de laisser des inconnus et ce qu'on appelle le retconning. Le retconning, c'est pas nécessairement de changer la signification de ce qui s'est passé avant, puis c'est de dire, surtout dans le cas où vous ne l'avez pas encore défini, c'est d'après ça, quand vous introduisez quelque chose de nouveau plus tard, vous pouvez revenir en arrière et aller chercher chacun des hooks que vous avez laissés. Est-ce que ça s'appliquerait? Est-ce que je peux justifier que ça soit causé par la nouvelle chose qui vient d'apparaître? Et là, vous pouvez faire cette connexion-là. Hey, vous vous souvenez de telle affaire? Là, vous rencontrez quelqu'un, il vous explique, hey, telle affaire qui vous est passée dans le temps, là, c'était à cause d'eux autres, puis à cause de ci, ça et ça, qui sont expliqués par la campagne. Fait que deux choses avec ça. Premièrement, si vous le faites bien, il n'y a personne qui va s'en apercevoir que vous avez fait du retconning. Parce que vous ne l'avez jamais dit au début, c'était pourquoi ça s'était fait. Et ça va donner l'impression que vous avez tout fignolé ça d'avance, que tout était prêt, alors que vous l'avez même des fois improvisé sur le coup. Mais si moi, je dis à mes personnages, à mes joueurs que je fais ça, mais ils ne savent pas quand est-ce que je le fais, ils ne savent pas à l'avance que je fais ça. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est préparé, c'est qu'est-ce qui n'est pas préparé, puis ça, ils ne s'en rendent même pas compte. Si je ne le dirais pas, ils ne le sauraient même pas. Fait que ça me permet de faire une campagne qu'elle est toute ficelée, qui est toute une grosse énigme, puis tout ça, sans avoir à la préparer à l'avance, juste parce que je me suis laissé des hooks dès le départ, des points non résolus, que je peux après ça ramener plus tard pour dire « Hey, c'était tout le même ennemi qui faisait ça depuis le début. Il était juste, vous ne le connaissiez pas. » Moi non plus, je ne le connaissais pas, mais vous ne le connaissiez pas. Mais ça, je me dis à moi. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Mais vous allez voir, le résultat est spectaculaire parce que, comme je dis, si vous êtes capable de vendre ça puis de narrer comme si c'était... Non, c'était tout prévu d'avance, personne ne va s'en rendre compte. Puis vous autres, vous n'avez pas eu à vous casser la tête là, à préparer tout ça à l'avance là, pour tout ça. Prochain. Ça, c'est s'il y a un conseil là, pour l'amener des campagnes, là, c'est cette affaire-là. Je l'utilise tout le temps, puis ça marche super bien. Tout le temps. Donc, le défi de la première aventure, le rôle de la première aventure. Qu'est-ce que vous devriez faire dans votre première aventure? Bien, moi, je me sers toujours du principe, presque toujours, de l'élément déclencheur. C'est-à-dire que je pars rarement dans un monde qui est complet, qui est déjà défini, où tout est déjà réglé. Par exemple, je disais, j'ai une campagne où c'était le retour de la magie. Quand j'ai commencé la campagne, il n'y avait pas de magie sur le monde. Et c'est les actions des joueurs qui a déclenché, qui a fait causé le retour de la magie, parce qu'il y a un extraterrestre qui est venu, qui les a avertis qu'il y avait un danger qui est en train de se passer et qui devait aller faire telle ou telle affaire. Puis finalement, le résultat, c'est qu'ils ont décidé de faire revenir la magie pour pouvoir se défendre. Et là, ça a comme tout... C'est là vraiment que l'aventure a commencé. Mais en même temps, il y a quand même plusieurs avantages à faire ça. Premièrement, ça permet aux personnages de se connaître juste par leur personnalité normale et non pas avoir toute leur power puis toutes ces affaires-là. Donc, ils peuvent se connaître, ils connaissent leur personnalité puis tout ça. Évidemment, il y a comme une raison essentielle de participer à la campagne parce que c'est eux autres qui l'ont provoqué. Et justement, ils en sont les premiers bénéficiaires, si vous voulez. Fait que, si vous dites que si vous aimez le but de ma campagne, c'est de sauver le monde, ou sauver l'univers, ou sauver la galaxie, ce qui est régulièrement mon cas, ça vous donne... Ils étaient là à l'instant zéro, fait que ça vous donne l'excuse que ce soit eux autres, parce qu'ils ont absorbé plus d'énergie que les autres, fait qu'ils sont plus puissants. Ils ne sont pas juste nés comme ça, ils sont à la fin. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Fait qu'en même temps, la première aventure, c'est d'arriver à ce point-là où ce que l'élément déclencheur se produit. Mais quand je dis l'élément déclencheur, ça peut être juste le déclenchement d'une guerre là, et tout ça. Là. Oui, vas-y. Oh, c'était juste un commentaire. Oui, un commentaire. La première aventure, moi, je l'appelle l'aventure tutoriel. Voilà. Monsieur Christophe disait qu'un commentaire qu'il y avait, c'est que la première aventure, il appelait ça l'aventure tutoriel. Tutoriel. Effectivement. Pour présenter le monde, justement. Avant, pour moi, dans mon cas, c'est avant qu'ils soient tous chambardés. Fait que ça donne une bonne fondation.
Et là, après ça, tu viens tout foutre le bordel là-dedans. Juste pour le fun. OK. Elle doit être simple, quand même. Tu n'as pas besoin de faire très compliqué. Et complète en elle-même. Si jamais les joueurs ne sont pas intéressés, ça peut être... L'idée, c'est pas de tout introduire ça en... tu sais, soudainement, là, vous découvrez à la fin, il y a un ennemi qui va venir, puis il va tout détruire. Puis c'est comme, faut qu'elle ait une fin, mais en même temps qu'elle laisse montrer qu'il y a comme quelque chose, une menace en arrière. Quelque chose qui s'en vient, qui va changer un ennemi qui est... Bon, justement, là, de découvrir qu'il y a des créatures là, qui veulent essayer de rentrer dans l'univers là, pour le détruire, là, comme j'aime beaucoup faire, et j'essaie justement de m'en éloigner, parce qu'à un moment donné, ça revient pas loin à la même chose. Donc, il faut que ça laisse deviner qu'il y a quelque chose après de gros qui s'en vient. Par contre, s'ils décident finalement de ne pas aller de jouer cette campagne-là, bien, quand même, l'aventure est complète. Il faut justement trouver une manière de justifier l'implication des personnages. Ben là, comme je dis, moi, c'était dans la guerre de Crépuscule Galactique que j'avais, c'est ça, il y avait comme un extraterrestre qui est arrivé, basé sur la magie, puis vu que la Terre avait une telle place qu'il n'y avait pas de magie, il était très affaibli, puis il y avait quelque chose qui l'aidait à survivre, mais il a comme réussi à deviner c'est quoi les personnages, les personnages qui allaient comme... pouvoir l'aider dans sa quête, il les a contactés sous un prétexte quelconque pour qu'ils viennent tous à la même place. Il y a personne qui se connaissait. Et là, eux autres, il y en a qui venaient faire une chanson parce qu'il y avait une violoniste, j'avais un hacker, j'avais toutes sortes de personnes. Et ils arrivaient là pour chacun de leurs raisons différentes. Puis là, après ça, c'est comme, OK, l'extraterrestre rentre dans la place, puis vous explique que finalement, vous devez faire, vous devez l'aider pour sauver votre monde, blablabla. Et là, ils ont décidé de suivre pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, avec ça, ils ont creusé le retour de la magie, qui ont absorbé une bonne partie de l'énergie eux-mêmes pour devenir des mages. Puis là, bon, évidemment, là, ils ont pu découvrir c'est quoi le reste de l'intrigue là, par la suite. Une excellente idée qui marche toujours, c'est votre campagne dépend... Bon, le fameux élément déclencheur, tout est là. C'est ça. Parfait, on peut continuer. Ça, c'est la dernière partie. Donc, c'est juste des conseils généraux que je donne toujours pour les personnes qui conduisent des campagnes à long terme. Comme je disais tout à l'heure, commencez pas votre carrière de MJ en faisant une campagne à long terme. Donnez-vous au moins une chance de comprendre comment ça marche une partie. Là, on fait comme je dis, commencez pas par grimper si vous voulez grimper l'Everest, commencez par la petite côte derrière chez vous, puis montez à partir de là. Essayez pas de grimper l'Everest sans avoir jamais grimpé avant. Pas que la campagne à long terme est un Everest, là, mais je veux dire, c'est le principe de dire commencez par des petits morceaux et après ça, grandissez là-dessus. Vous n'avez pas besoin de passer 5 ans là, à vous pratiquer, mais je veux dire, c'est au moins une couple de mois, une couple d'aventures pour au moins comprendre comment ça roule une aventure. Après chaque session, faites un petit résumé de ce qui s'est passé, juste pour vous. Parce que, évidemment, les personnages vont s'en souvenir, vont se souvenir de certaines choses, ou bien ils s'en souviennent. Ils savent qu'on a parlé de ça ou c'est que s'est passé ça, mais ils ne se souviennent pas des détails. Alors que, parce que dans la campagne, dans la vraie vie, ça fait 3 ans qu'on en a parlé, mais dans la campagne, ça fait juste 2 semaines. Fait que, oui, les personnages s'en souviendraient, mais les joueurs s'en souviennent pas. Fait que, c'est comme, si vous êtes là pour essayer de leur expliquer ça. Fait que, le résumé, vous pouvez le garder pour vous-même. Moi, je le publie, j'envoie à mes joueurs pour qu'eux-mêmes se souviennent où ce qu'on en est et puissent revenir en arrière, mais c'est juste moi qui a le rôle de comme me rappeler de toutes les... Pas me rappeler de tous les détails, mais en gros. Même moi, des fois, je me trompe, puis c'est pas grave, parce que si moi, je m'en rappelle pas, ils s'en rappellent pas non plus. Puis ils n'auront pas fouillé dans des archives de messages que je leur ai envoyés pour essayer de trouver la réponse. « Hey, on avait-tu fait ça ou A ou B à ce moment-là? » C'est pas particulièrement important, là, c'est pas grave. Puis ils s'en souviennent pas. Fait que oui, vous allez avoir des inconsistances de temps en temps, c'est pas grave. Gardez-vous un petit document pour vos idées. Ça, c'est une chose que je fais souvent. C'est pas de dire où est-ce qu'on s'en va, c'est de dire voici ce qui pourrait arriver, des idées qui vous popent dans la tête n'importe quand. Et hey, ça serait peut-être intéressant de pourquoi ils ont fait ça? Hey, je viens de penser à quelque chose, ou ça peut être autre chose, ou ça peut être quelque chose d'autre. Puis à un moment donné,
Quand c'est le temps, vous pouvez décider sur ce que vous avez, laquelle des idées est la bonne, ou partir sur une toute nouvelle idée, si vous voulez, ça vous avez quelque chose de mieux. Mais c'est juste des fois pour ne pas les oublier. Parce que des fois, c'est comme, je suis en plein travail, puis hey, là, puis il y a une idée qui me pop, hey, sur telle affaire, je me demandais comment on pourrait expliquer ça, je viens d'avoir l'idée, ben je veux pas la perdre, là, parce que la prochaine game est dans une semaine et demie, là. Fait que, donc, je vais prendre mon petit cahier, puis évidemment électronique, puis je vais écrire dedans pour dire, hey, ça pourrait être ça. Juste ça, puis au début, quand on arrive au temps pour la prochaine campagne, je vais juste réviser rapidement mes notes pour dire, OK, hey, c'est vrai, ça peut être ça, puis là, si j'ai besoin de prendre une décision, je la prends, sinon j'attends encore plus tard, mais c'est juste pour vous donner, pour vous aider vous-même. C'est ça, donc il est très important d'offrir une grande variété de scénarios différents. Avoir un groupe de personnages aide beaucoup. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Par exemple, c'est de fait, comme je te dis, si vous avez des personnages qui sont bons en diplomatie, ben là, vous pouvez traduire une intrigue diplomatique qui peut avoir quelqu'un ou des renégociations bien importantes. Puis là, il y a une tentative d'assassinat en plein milieu. Puis tu sais, c'est toutes des affaires d'intrigue puis de stealth. Si vous n'avez pas les personnages qu'il faut pour ça, ça va bien mal. Si vous avez une bande de barbares là, qui font juste prendre un gourdin puis smasher à Hulk Smash, là, ça aidera pas beaucoup. Là, ça va être très limité comme genre de scénario que vous pouvez offrir. C'est bon pour un one-shot ou pour une petite aventure ou une petite campagne de 3-4 mois. Mais pour une campagne de 6 ans, là, vous allez trouver que vous allez faire pas mal toujours la même chose, puis tout le monde va s'écœurer bien vite. Accepter les absences prolongées. Donc, ça se peut très bien. Moi, ça m'est arrivé souvent. Surtout justement dans la campagne de guerre de sang. J'avais un de mes joueurs, il fallait qu'il aille enseigner en Égypte. Il avait été en Égypte, puis après ça en Chine, ou en Chine, puis après ça en Égypte. Il partait pour toutes les sessions d'automne et d'hiver. Il revenait aux vacances à Noël, puis évidemment pendant l'été. Fait que, tu sais, tu as deux choix. C'est soit tu gardes ton personnage comme NPC qui continue avec le groupe, ce qui est chiant. Moi, j'aime vraiment pas jouer les NPC de personnages. J'aime les jouer les NPC avec qui les personnages interagissent, mais pas les NPC qui sont en fait des PC. C'est juste que le joueur n'est pas là. J'aime pas ça. Je les oublie tout le temps. Fait que je vais plutôt utiliser ça pour faire changer les choses, encore une fois. Voyez ça comme des attributs. J'avais dit, à un moment donné, je savais qu'il s'en allait. Fait que là, j'y ai parlé avec lui. C'est Chris, un des autres organisateurs. La plupart des organisateurs ici, c'est tous avec des joueurs que je joue. En fait, les membres fondateurs, c'est tous des membres de ma campagne. Là, juste vous donner une idée. Là. Tally, Chris, Stéphanie. Puis, fait qu'on est tous des joueurs, on continue à jouer ensemble. Et c'était le fait de dire, OK, Chris s'en va, qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai contacté, j'ai dit, écoute, j'avais un personnage, un NPC qui était le 14e comte de Saint-Germain. Pour ceux qui connaissent les conspirations, qui ont entendu parler du comte de Saint-Germain, qui est supposé être une personne qui était immortelle, évidemment. C'est pas vrai, là, mais bon, il se faisait passer pour personne immortelle. Fait que dans ce monde-là, c'était le cas, mais c'est parce qu'en fait, c'était pas un être humain. Ben, façon de parler. Anyway, c'est pas important. Mais il avait l'apparence d'un humain. Il était là depuis le début de la campagne. J'ai dit, tu sais, pour changer les choses, qu'est-ce qui arrivait si, quand ils vont retourner dans la ville où Saint-Germain existe, il arrive quelque chose, Saint-Germain disparaît, meurt, whatever, et je vais faire en sorte que lui reste en arrière et devienne, parce qu'il y avait des habilités qui ressemblaient quand même à lui, qui devienne le 15e comte de Saint-Germain. Fait que là, parfait. Donc, lui, le scénario, puis là, j'ai parlé à Chris, puis c'est comme, ouais, c'est maison, ça va être super intéressant. Fait que là, ce qu'on est arrivé, puis le dernier scénario, avant son départ, ils s'en vont dans une ville souterraine, whatever, où ce que le comte de Saint-Germain est là, puis il arrive un problème de téléporteur parce qu'il était plus supposé d'y arriver. Il fait en sorte qu'il meurt. Et après ça, eux autres, ils ont l'aventure à l'intérieur, et après ça, il faut qu'ils sortent. Et c'est juste lui qui peut contrôler les téléporteurs qui étaient utilisés. Fait que là, à la fin, tout le monde passe et lui décide sauf lui, il décide de couper le téléporteur et de rester à cette place-là pour devenir le comte de Saint-Germain. Tout ce que les autres savaient, c'est qu'il était resté en arrière. Ils ne savaient pas pourquoi. Fait qu'après ça, quand il est revenu, puis évidemment, quand il est revenu, j'ai fait le scénario pour que dans ce cas-là, les autres personnages étaient en péril, il y avait un gros problème, il était prisonnier, il ne pouvait pas s'en sortir, pour que lui puisse venir
les sauver, puis là, se présenter comme le 15e comte de Saint-Germain. Et là, évidemment, tout le monde est tombé à terre, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Le but ici, c'est de dire, ça va arriver qu'il y ait des gens qui partent. Il y en a qui vont... Des nouveaux joueurs qui vont venir. Il y en a qui vont partir pour des périodes longues, qui vont revenir. Prenez ça, c'est sûr que c'est chiant, mais prenez ça comme excuse pour, encore une fois, changer les choses. Branler les choses, c'est faire évoluer les choses. Ça va être... Puis en même temps, à cause de ça, ça va permettre de votre campagne de continuer parce que il faut que les choses changent. Il ne faut pas que vous fassiez toujours la même chose. C'est ça, c'est la dernière règle ici. En règle générale, exploiter chaque situation qui a un potentiel dramatique. Foncez. Oubliez, ça veut dire, n'hésitez jamais à les utiliser, même si c'est pour les personnages. Prochain. La conduite de la campagne, en général. Et on va revenir à l'évolution des personnages. Soyez flexible, donc. N'hésitez pas à changer vos scénarios à une meilleure idée. Moi, j'ai déjà préparé des choses. J'avais une idée générale comment les gens pourraient la sauver, mais jamais dans les gros détails. Puis là, c'est soit moi, j'ai une idée. « Hey, attends une minute, je vais plutôt faire ça. En plein milieu de la joute, je vais changer les choses, puis c'est quelque chose de plus intéressant. » Ou ça peut être... Les personnages se discutent ensemble pour essayer de trouver une solution et arrivent à une situation encore bien meilleure, une manière de travailler qui est bien meilleure que la mienne. C'est souvent ce que je fais. Tant pis, là, je fais sauter ma méthode et c'est la nouvelle méthode qui est plus efficace, qui ont raison. Je veux dire, fait que, il y a juste certains cas où ce que je leur ai dit, par exemple, vous avez un mystère très précis parce que ça fait partie de la partie de ce scénario. Vous avez vraiment un mystère avec des points précis que vous devez résoudre d'une manière, pas de la manière spécifique, mais il y a vous avez, j'adapterai pas les détails de la situation à ce que vous allez faire. Il faut que vous trouviez le problème et que vous le régliez. Mais ça, je leur ai dit, tellement il est habitué à ce que moi, je joue avec mes affaires, je leur ai dit, cette fois-là, je ne le fais pas. Il était dans le temps, encore une fois, guerre de sang, projet Manhattan, où les savants américains et étrangers étaient en train de préparer faire les expériences sur des premières bombes atomiques. Et il y arrivait un problème dans le camp, il y avait quelque chose qui faisait que ça ne marchait pas, puis il y avait un conflit constant entre les scientifiques qui faisait que le travail n'avançait pas. Fait que là, le gouvernement les a envoyés là pour leur dire il faut que vous trouviez qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des conflits, pourquoi les scientifiques se battent entre eux. Et il y avait une raison spécifique pour ça, et là, il fallait vraiment qu'ils la trouvent. Maintenant, comment ils font leur enquête, ça, je les laissais libres de faire leur enquête, mais je n'adaptais pas les détails à leur enquête. Il fallait que leur enquête trouve les bons détails pour avoir les bons indices pour résoudre la situation. Et ils l'ont fait. Mais en général, c'est comme, soyez très flexible sur la manière que vous offrez vos énigmes et changez quand les choses font plus de sens. C'est ça. Pas besoin aussi de résoudre tous les fils. Je veux dire, si vous faites une campagne à long terme, il y a un paquet de choses que vous allez laisser en suspens, que vous n'allez pas régler. T'sais, ils font une situation, ils s'envoient, le groupe réussit à s'enfuir, mais finalement, pour une raison quelconque, l'ennemi dans ce groupe-là ne revient pas. Pas grave. Vous n'avez pas besoin plus tard de faire absolument que je règle ce problème-là. Même quand vous arrivez à la finale, évidemment, la finale, il faut que vous régliez votre énigme principale, mais c'est ça, c'est comme laissez faire tout ce qui n'est pas nécessaire. Concentrez-vous sur vraiment les fils qui sont essentiels à la campagne. Ne vous en faites pas avec les inconsistances inévitables. Comme je dis, la plupart du temps, les joueurs ne s'en rendront même pas compte. Puis même s'ils le font, c'est comme... En général, s'ils ne sont pas des trous de cul, ils vont comme... Oh, c'est correct, c'est pas grave. Là. Surtout, que si vous faites une campagne qui dure 5 ans, puis vous vous rappelez, vous vous trompez sur un détail qui est arrivé il y a 1 an, dans la première année, là, je pense pas qu'il y ait personne qui va vous tomber sur la tête là-dessus, puis c'est pas grave. La combinaison de... combinaison de hook et de retconning, c'est une excellente méthode, de ça je vous en ai déjà parlé. Changer les choses régulièrement, nouvelles places à explorer, nouvel ennemi,
ou organisation qui apparaît, nouveau conflit, etc. Il faut que ça change, là, à un moment donné. Il ne faut pas juste jouer le même niveau. Moi, mes histoires, c'est pas un paquet de scénarios indépendants qui font juste s'empiler. C'est une histoire avec un milieu, un début, un milieu, puis une fin. C'est juste que la fin est après 6-7 ans. Fait que c'est tout, évidemment, c'est séparé en différents scénarios. Là, ils vont à différentes places, font différentes choses, mais c'est quand même la même histoire. Mais par contre, c'est le type d'intrigue qui va changer de façon constante et tout ça. Donc, éviter la répétition, faites en sorte que, bon, c'est ça. En fait, c'était une des choses qui est importante pour ne pas stagner, c'est que, chaque fois que vous introduisez un nouveau scénario, décidez, y a-t-il un point, il faudrait qu'il y ait au moins un point qui va vous aider à faire avancer l'intrigue. Il faut qu'ils découvrent une nouvelle chose ici qu'ils ne connaissaient pas avant, qui vont améliorer, même si c'est juste le premier morceau ou le 10e morceau de sang. Il faut qu'ils fassent ce 10e morceau-là pour passer après ça au 11e, au 12e, au 13e. Juste, autrement dit, il faut qu'il y ait un sentiment d'avancement dans l'intrigue. Il faut qu'ils sentent que ça avance puis que ça change et qu'on pas on répète la même chose une fois à l'autre chose, puis finalement, malgré leurs actions, il n'y a rien qui change et finalement, ça donne quoi de jouer. Éviter la... Bon, c'est ça. Le désintéressement, comme je disais, c'est la cause principale de l'abandon des campagnes. Là, tout le monde est finalement tanné. Le truc, c'est d'essayer de détecter à l'avance quand les gens commencent à donner des signes qui sont tannés, puis ça peut être même vous, là, puis de dire, OK, parfait, on embarque dans la finale. Ça veut dire, je vais vous dire, il y a comme 2-3 scénarios qu'on a besoin de faire, puis après ça, ça finit. Là, ils vont, excuse-moi de faire des bangs. Là, après ça, ils vont vraiment, ils vont être capables de se motiver en général pour au moins la fin. S'ils ne sont pas capables, arrêtez, là, c'est sûr. Mais si au moins, dans la plupart du temps, ils vont être capables de se motiver au moins pour les 2 prochains mois, pour au moins finir la campagne. Prochain. OK. Au niveau des personnages. L'évolution des personnages est aussi importante que l'intrigue elle-même. Les joueurs et les personnages doivent se sentir complètement concernés. Donc, encore une fois, moi, c'est une des choses que la différence que j'ai vraiment sentie quand j'ai des femmes qui ont commencé à jouer avec nous, c'est qu'avant, c'était pratiquement pure intrigue. C'est-à-dire que au niveau les gars, par eux-mêmes, faisaient juste, on joue l'intrigue jusqu'à temps de régler le scénario final. Dès que j'ai eu des femmes, le côté humain a pris beaucoup plus d'importance. Puis même les gars disent que, mais les gars m'ont dit, c'est comme, avant qu'ils embarquent, nos personnages étaient comme des cookie cutters, là, veut dire des plastiques, là. Et c'est eux autres qui nous ont forcés à aller beaucoup plus loin dans le développement de nos personnages, développer leurs intérêts. Après ça, toutes les... parfait. Oui, on va être à temps, il n'y a pas de problème. Par exemple, développer des relations entre les personnages et des NPJ, des personnages non-joueurs. Les joueurs ont commencé à faire des mariages, à se marier, à avoir des relations, d'avoir des enfants. Et souvent, c'est même soit avec des PNJ ou soit même entre eux. J'ai une bonne anecdote là-dessus. Dans ma campagne de guerre de sang, j'avais ma séductrice, qui était une belle femme. Ça veut dire, elle jouait une belle femme, puis elle aimait jouer avec les hommes, puis tout ça, tu sais, la femme fatale. Et après ça, plus tard, il y a une autre femme qui s'est jointe à nous, qui a joué une femme qui était lesbienne. Et sauf que la première femme, elle était aussi empathie. Fait qu'elle était capable de sentir les émotions des autres. Fait qu'à un moment donné, l'autre, la nouvelle, aide la première à comme monter sur une palissade. Mais tu sais, elle met les mains sur les fesses, là, puis tout ça pour donner une poussée. Puis tu sais, je dis, je roule sur son empathie, puis tu sais, c'est comme, tu sens qu'elle est comme, elle aime ça, faire ça. Bon, mais pas plus que ça. Fait que c'est juste un commentaire comique, là, une improvisation comique que je faisais parce que ça donnait qu'elle est ça. Puis oui, l'autre, c'est une femme, comme il disait, c'était super séduisante. Fait que oui, l'autre elle trouvait belle. Là. Puis là, ça donne que c'est une empathe, puis elle l'a senti. Après ça, à un moment donné, ils sont allés dans le futur. Et là, ils ont rencontré un hologramme de la femme de la nouvelle.
qui là, parlait du futur qui finalement s'était jamais encore présenté. C'est un peu le futur alternatif. Et là, elle s'était mariée avec Abigail, la femme fatale. Puis elle était contente là, de la voir, là, parce que là, Abigail était là physiquement, bien, même si l'autre femme était là aussi physiquement. Fait que, c'est comme... Puis elle leur a expliqué tout ça. En fait, elle leur a donné la clé, finalement, pour éviter ce futur-là. Fait qu'ils sont revenus dans le monde. Et là, la première chose que la femme fatale a faite, a été rejoindre la nouvelle dans sa chambre pendant passer la nuit, puis ils ont fait créer une relation de leur plein gré qui a duré, qui a été super importante pour le reste de la campagne. Mais le fait qu'ils étaient ensemble, parce qu'elle, la femme fatale, était mariée à un diplomate français pour pouvoir avoir ses secrets. Fait qu'elle ne l'aimait pas vraiment. Fait que là, ça a fait tout un bordel là-dedans. Mais c'est des choses qu'ils font faire de façon tout à fait spontanée, mais qui construit le monde, qui rend les personnages vivants. Un autre exemple, bon, je n'irai pas trop loin parce qu'on a presque plus de temps, mais le personnage de Tali... depuis le début de la campagne, elle ressemblait comme à... Il y avait un autre des personnages de Chris qui le trouvait qu'elle ressemblait à Storm, parce qu'elle faisait de l'électricité. Mais, tu sais, parce que le gars, c'était un nerd, son personnage, c'était un nerd sur les comic books. Fait qu'il était toujours attiré par elle, mais ça a comme... On en a pu... Ça a joué un grand rôle au début, en riant plus que d'autres choses. Évidemment, il y avait rien de... C'était tout consentant, là, on s'entend. Puis là, ça a comme tombé mort, puis ça continue. Puis là, vers la fin de la campagne, le personnage de Tali, elle a décidé à un moment donné qu'elle allait les retrouver pour l'embrasser. Out of nowhere. Elle avait un party, son personnage avait bu, puis tout ça. Elle a décidé d'aller l'embrasser. Ça a tenu là. Puis là, lui, son personnage était tout mélangé, là. Puis là, après ça, plus tard... juste avant de partir pour une des dernières missions, là, elle a décidé d'aller leur chercher, puis là, mais alors qu'elle était pas saoule, là, puis là, ils ont comme décidé de développer, de faire encore une fois de façon totalement spontanée, j'ai rien à dire là-dedans. Ils l'ont fait de leur plein fouet, de leur plein gré, et là, encore une fois, leur relation a comme été importante pour la fin de la campagne. Mais c'est ça, c'est des choses qui, complètement à côté de l'intrigue, qui s'impliquent quand même dans l'intrigue, mais qui rendent en fait tout ça beaucoup plus vivant, beaucoup plus réaliste que juste une gang de héros qui on va te sauver le monde, là. Oui, c'est correct de faire ça, mais en même temps, ces héros-là ont des vies, ont des joies. J'ai des personnages qui jouaient des scientifiques, qui ont développé des nouvelles théories, qui les ont aidés pour battre le gros, mais en même temps, ils sont devenus des personnalités importantes de leur communauté parce que tout le monde les reconnaissait et tout ça. Et les joueurs avaient autant de fun à jouer ces épisodes-là que de jouer l'intrigue. Forcez rien, mais si quelqu'un vous indique qu'il veut faire aller quelque chose, qu'il veut aller quelque part, allez-y. Mon personnage, j'ai un de mes joueurs c'est un homosexuel et il a joué son personnage gay et son personnage aussi était gay. Et à un moment donné, ils ont sauvé un professeur, ils l'ont sauvé, puis il m'a montré qu'il était intéressé par ce personnage-là. Est-ce que j'ai joué mon dé pour savoir, OK, il y a une chance sur 10 d'être gay? Ben non. Oui, il est intéressé. Parce que mon gars m'a dit, il est intéressé par ça, j'y vais là-dedans. Puis oui, effectivement, ils sont mariés, puis encore une fois, il y a tout un côté de la finale qui impliquait de sauver son mari parce qu'il avait été abandonné quelque part. Fait que, c'est toutes des occasions de créer ce genre de relation-là. Ça donne des anchors, des ancres dans le monde à vos personnages pour rendre ça encore plus accroché. C'est ça. Donc, ne négligez pas leur avancement social ou professionnel. On ne parle pas juste d'avancer de niveau puis de devenir plus fort. Là. En fait, pour moi, c'est la cerise sur Sunday, mais c'est pas ça qui est vraiment le plus important, là, à moins d'avoir des power gamers. Tout pour rendre le personnage plus humain et plus réel. N'hésitez pas à prendre des sessions, des aventures pour adresser ça. Donc, moi, des fois, il y a des choses qui se passent pendant les scénarios, puis après ça, une fois les scénarios, je vais peut-être avoir passé 1 ou 2 sessions sur juste leur avancement personnel.
qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'information qu'ils ont trouvée. OK, je vais créer, il faut que je crée une nouvelle académie de recherche sur le sang à Montréal avec l'Université de Montréal. Moi, OK, ben j'ai rencontré telle femme, je vais essayer de voir avec elle pour, si elle est intéressée, puis créer une relation. C'est des choses qu'on va jouer dans l'avancement des personnages entre les scénarios. Puis à un moment donné, un peu plus tard, il y a une nouvelle situation, parce que là, le groupe doit se rassembler et adresser le nouveau problème, mais je leur donne le temps et la possibilité de grandir entre les scénarios, en plus pendant les scénarios. Discuter de vos joueurs, c'est ça, à l'extérieur des parties pour savoir comment ils font évoluer. C'est ça que c'est pas mon rôle de prendre des décisions pour eux. Si j'ai une bonne idée, ou si eux autres en ont, on en parle entre nous. Hey, voici comment, tu sais, je vais demander, hey, ton personnage, comment tu le vois, dans quelle direction tu le vois aller? Puis ils vont m'expliquer ça, puis moi, je vais leur offrir des scénarios, des choses, des événements qui vont leur permettre d'aller. Puis ça, évidemment, après ça, c'est eux autres d'être libres de faire ce qu'ils veulent avec ça. Mais je vais leur offrir ça pour qu'ils puissent le prendre. Et hey, moi, ça me tenterait de me spécialiser dans telle affaire ou de développer justement une relation avec d'autres personnes, tout ça. Fait que je vais leur laisser la possibilité de le faire. Fait que, puis comme je dis, pour moi, c'est du bonbon parce que j'ai même pas besoin de me forcer. Ils me disent ce qu'ils veulent faire. On va aller faire là-dedans. J'ai même pas besoin d'y penser. On croit sur le prochain? OK, bien tu vois, on a terminé juste à temps. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions. Je sais que j'ai beaucoup parlé. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Fait que si vous avez des questions ou des suggestions ou même des situations à mentionner. Oui, on a temps pour une ou deux questions. Allez, moi j'ai une question qui est plutôt technique. Suivant les règles utilisées, les règles de jeu utilisées, le développement technique du personnage sur plusieurs scénarios, sur plein de scénarios, pourrait à un moment, ne risque pas à un moment de les rendre trop puissants par rapport à... OK. La question, c'est de dire, question technique sur le système utilisé, c'est que justement, si on fait progresser, est-ce qu'on peut arriver à un niveau où ce que les personnages deviennent trop puissants? La réponse est oui. Même moi, dans ma campagne de Crépuscule Galactique, j'avais de la misère à la fin. Une des raisons, j'étais comme content qu'elle soit finie, c'est que je dealais avec des personnages qui étaient des demi-dieux, des anges, des démons, des princesses, pas des princesses, mais j'avais des escaliers, Parvati qui était là, j'avais des anges et des démons, j'avais... tu sais, c'est comme j'avais Odin réincarné en Valkyrie, c'est comme... Fait que oui, il y a des... Par contre... C'est ça, là, le problème, évidemment, ça dépend des systèmes, parce que si tu vas, par exemple, à des systèmes de classe comme Dungeons & Dragons, ou juste un exemple, c'est ça, la progression était linéaire, tu atteins un certain niveau de XP, tu changes de niveau, tu as fait des nouvelles, puis effectivement, il n'y a pas moyen de... ça va être probablement la dernière question, il n'y a pas moyen de stopper, évidemment, l'évolution à moins de dire que je ne donne plus d'expérience. Moi, j'utilise des systèmes qui sont open. Je donne des points quand je le veux. Et souvent, justement, je donne principalement des points pour le role-playing, non pas pour d'avoir été chanceux sur les dés. Et même la plupart du temps, je vais plutôt dire, OK, au lieu de donner 3, 4, 5 points à chaque session, je vais les garder et à toutes les... Mettons, il y a des événements importants qui vont arriver à certaines étapes où c'est temps, justement, où les personnages deviennent plus forts parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Et c'est là que je vais leur donner un nouveau paquet de points pour qu'ils achètent des nouvelles habilités. Fait que ça m'évite, fait qu'à ce moment-là, je le contrôle quand est-ce que je peux contrôler. Mais même là, c'est comme, tu sais, quand tu désignes un monstre, par exemple, ou une grosse créature, c'est dur. Oui. Il reste quelques secondes. Oui, c'est beau. Quand tu as défini, il y a des personnages qui sont bons au combat, il y en a qui ne sont pas bons au combat. Et là, tu arrives à un combat contre un gros monstre. Il faut qu'il soit un challenge pour ceux qui soient bons au combat. Fait que ça veut dire qu'ils vont être... Tu sais, s'ils s'attaquent aux gens qui ne sont pas bons en combat, ils vont les détruire d'un seul coup. Fait que oui, c'est un challenge, mais en même temps, tu dis, OK, ben là, c'est correct. Puis ça, c'est arrivé.
Sauf que là, c'est là que le gars, il est mort. Mais là, Odin était là. Fait que là, c'est comme j'ai introduit Odin. Il était revenu à la vie. Puis, tu sais, c'est comme toutes sortes d'affaires. Fait qu'il faut que tu changes. Mais oui, c'est un challenge. Surtout, c'est ça, si tes personnages deviennent très puissants. Puis c'est, comme je disais, tu sais, j'ai des campagnes qui ont duré. Les personnages commençaient des personnages humains 100%. Et ils ont fini comme avec certaines habilités, mais encore très, très, très humains. J'en ai qui ont commencé, c'était des anges et des démons. Ils ont fini comme demi-dieux. Laisse-moi te dire que le deuxième était pas mal plus dur à handler vers la fin que les premiers. Mais ça se faisait. Faut juste que tu sois inventif avec tes monstres. Et de toujours, justement, c'est pour ça que moi, utiliser un troll, je fais pas ça parce que les trolls sont toujours. Dernier point, le troll, c'est toujours un troll. Moi, à chaque fois que j'ai mes personnages battaient contre un monstre, c'était un monstre que je faisais, qui était adapté au niveau, ce qui était rendu, puis que j'essayais de lui donner une gimmick différente à chaque fois pour pas que ça soit toujours on bâche dessus, puis à un moment donné, il va tomber mort, là, comme à Dungeon, la plupart du temps. Là. Fait que je m'arrangeais toujours pour lui donner quelque chose de spécial là, que les autres n'avaient pas. Bon, mais je pense qu'on va arrêter là. Oui, une bonne main d'applaudissements. On remercie Stéphane pour démarrer sa première campagne à long terme. Merci pour ce panel. Et nous allons bientôt passer au prochain. Mais avant, on va remercier nos commanditaires, le Gnome Archiviste, le DM à cravate, les Terres d'Obsidia et Figurine MT. Bonne journée!